J'ai appelé mon mari 30 fois pour lui dire que sa mère était dans un état critique, mais il était avec sa maîtresse. J'ai organisé les funérailles, j'ai laissé ma bague et les papiers du divorce, puis j'ai disparu sans laisser de traces. Arrête de m'appeler sans cesse. Je suis en plein travail crucial. La voix irritée de mon mari résonna depuis le smartphone, faisant écho dans le silence de mort du salon. Derrière son ton colérique, j'entendais faiblement le son des vagues s'écrasant. S'y mêlait le rire aigu d'une jeune femme. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas hurlé ni pleuré. J'ai simplement fixé l'écran, traçant du doigt la liste rouge de 30 appels manqués. Posée sur la cheminée en face de la pièce se trouvait une urne blanche immaculée. Elle contenait les cendres de la mère de mon mari, ma belle-mère, Madame Dubois, que j'avais soignée pendant les 20 dernières années. Quelques heures auparavant, la crémation et les arrangements funéraires avaient été finalisés, et elle était revenue dans cette maison avec moi. Mon mari, Marc, ne savait toujours rien. Il ignorait que pendant qu'il mentait sur un voyage d'affaires important pour profiter de vacances tropicales sur l'île de la Réunion avec sa maîtresse, sa mère biologique avait rendu son dernier souffle sur un lit d'hôpital froid. Il ignorait également que j'avais déjà terminé les préparatifs pour quitter cette maison pour toujours. Un léger parfum de lys des arrangements funéraires persistait dans la pièce. Assise à la table de la salle à manger, je posais tranquillement une épaisse pile de documents juridiques devant moi. C'était une requête en divorce, déjà signée et notariée par moi. Par-dessus, je plaçais l'alliance en platine que je n'avais jamais retirée depuis 20 ans. Le métal froid fit un petit tintement en touchant le papier. Étrangement, mon cœur était complètement en paix. Mes larmes avaient entièrement séché 3 nuits auparavant. Tout avait commencé 3 nuits plus tôt aux urgences de l'hôpital. Marguerite, s'il te plaît, tiens bon. J'étais montée à l'arrière de l'ambulance, tenant la main de ma belle-mère qui s'était soudainement effondrée dans le couloir de notre maison. Au milieu des sirènes hurlantes, je continuais à composer le numéro de Marc avec des doigts tremblants. Ça sonnait 1 fois, 2 fois, 3 fois, faisant écho en vain avant de tomber directement sur la messagerie vocale. Même après être arrivée à l'hôpital, je suis restée assise dans un coin de la salle d'attente et j'ai continué à appeler. Marc, s'il te plaît, réponds. Je fixais l'écran comme en prière, mais il n'y avait aucune réponse. Vers le 10e appel, les infirmières qui passaient me jetaient des regards de sympathie. Au 20e appel, mes mains sont devenues froides, non pas de colère, mais de pure terreur. La vie de Marguerite vacillait, sur le point de s'éteindre. Marc, son seul fils, devait absolument être à ses côtés. Quand il avait quitté la maison en prétendant qu'il devait recevoir d'importants clients d'entreprise, j'avais encore essayé de le croire. Lorsque j'ai raccroché le 30e appel, les lourdes portes du service des traumatismes se sont ouvertes et le médecin de garde est sorti. Famille de Madame Dubois. Avec ces quelques mots et le regard baissé du médecin, j'ai tout compris. Connecté à d'innombrables tubes, le visage de Marguerite semblait étonnamment pâle et petit. Je me suis effondrée à son chevet et j'ai enroulé mes 2 mains autour de sa main qui refroidissait rapidement. Marguerite, je suis tellement désolée. Je n'arrive pas à joindre Marc. Les larmes coulant sur mes joues sont tombées sur le dos de sa main. C'est à ce moment-là que c'est arrivé. Ses doigts, qui n'auraient plus dû avoir aucune conscience, ont tressailli. Elle a faiblement serré ma main en retour. J'ai relevé la tête comme tirée par une ficelle. Sous le masque à oxygène, ses lèvres ont bougé très légèrement. Aucun son n'est sorti, mais après avoir vu son visage tous les jours pendant 20 ans, j'ai parfaitement compris. C'est bon maintenant. C'est indéniablement ce qu'elle semblait dire. Puis, comme si elle rassemblait la dernière once de sa force, Marguerite a pressé quelque chose dans la paume de ma main. C'était une petite clé de boîte à serrure argentée qu'elle avait toujours gardée cachée sur elle. Au moment où mes yeux se sont agrandis sous le choc, elle a tranquillement fermé les siens. Le moniteur cardiaque s'est aplati, émettant un bourdonnement régulier et incessant. Il n'y avait plus besoin de faire un 31e appel. Les 2 jours suivants ont été comme une tempête glaciale. Contacter les proches, organiser le service commémoratif, rencontrer le directeur des pompes funèbres, j'ai géré chaque détail entièrement seul.
Lors de la veillée et du mémorial, les regards froids de la famille élargie m'ont transpercé. Comment ça, son unique fils Marc n'est pas là? C'est parce que toi, sa femme, tu n'as pas fait assez d'efforts pour le contacter. C'est exactement pourquoi les épouses inutiles ne sont rien d'autre que des problèmes. D'innombrables remarques sans cœur m'ont été lancées, et j'ai simplement gardé la tête profondément baissée. Je n'avais pas l'énergie de riposter. De plus, pesant lourdement dans la poche de ma robe de deuil noire se trouvait cette clé que Marguerite m'avait confiée à la toute fin. Seule la sensation métallique froide de cette clé me maintenait debout. Aucun des proches ne savait. Ils ignoraient que je n'avais pas seulement enduré les abus ces derniers jours. J'avais tranquillement fait des préparatifs pour honorer les dernières volontés de Marguerite, et aujourd'hui toutes les cérémonies étaient terminées. J'étais rentrée à la maison. La lumière rouge du soleil couchant s'étirait longuement dans le salon vide. J'avais placé une petite valise près de la porte d'entrée. À l'intérieur se trouvait le strict minimum de vêtements et quelques nécessités personnelles. Malgré avoir vécu dans cette maison pendant 2 décennies, j'étais étonnée de la petite quantité de choses que je voulais réellement emporter avec moi. Je baissai les yeux vers le smartphone sur la table. Le message vocal de Marc était toujours affiché à l'écran. Je suis en plein travail crucial. J'étais maintenant absolument certaine de la profonde trahison cachée derrière ces mots. Quelques jours avant que Marguerite ne s'effondre, j'avais accidentellement trouvé un reçu dans la boîte à gants de la voiture de Marc. C'était un relevé de paiement pour un séjour en couple dans un complexe hôtelier de luxe en bord de mer à Saint-Gilles, à La Réunion. Il y avait aussi un historique d'achat pour un maillot de bain de créateur haut de gamme et un collier de diamants. Marc savait que la santé de sa mère déclinait. Pourtant, il avait fait ses valises et s'était envolé pour une île avec sa maîtresse. Pendant que sa mère souffrait et rendait son dernier souffle, il trinquait probablement au bord de la plage. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai regardé autour du salon. Le canapé, la télévision, la table de la salle à manger, tout était rempli de souvenirs de Marc, Marguerite et moi-même. Cependant, je n'avais plus ma place ici. Étrangement, tous mes attachements persistants et ma tristesse avaient disparu. J'ai pris le smartphone et je l'ai éteint complètement. L'écran est devenu noir, coupant entièrement ma connexion avec mon mari. Sur la table, il restait les papiers de divorce, la bague et une brève note. Dessus, j'avais écrit une seule phrase. J'ai accompagné Marguerite jusqu'au bout. Veuillez adresser toute future correspondance à mon avocat. Saisissant la poignée de ma valise, j'ai ouvert la porte d'entrée, et la brise fraîche du soir m'a effleuré les joues. J'ai fermé la porte à clé, puis j'ai laissé tomber la clé de la maison au fond de la fente de la boîte aux lettres. Le petit bruit métallique a signalé la fin de mes 20 ans de mariage. J'ai commencé à marcher sans jamais me retourner. Je ne me dirigeais pas vers ma maison d'enfance. Je me dirigeais vers l'endroit où cette petite clé d'argent s'insérait. Un endroit secret que Marguerite avait laissé derrière elle pour me sauver. En ce moment, Marc embrassait probablement sa maîtresse dans un complexe hôtelier, croyant avoir tout gagné, croyant que sa mère ennuyeuse mourait assez tôt, et que sa femme obéissante était assise tranquillement à la maison. Mais il n'en avait aucune idée. Il ignorait que la chose même qu'il craignait le plus était déjà entre mes mains. Il ignorait que demain matin, au moment où il recevrait un certain appel téléphonique, son monde entier s'effondrerait et son véritable enfer commencerait. La brise froide de la nuit rafraîchissait mes joues. Les roues de ma valise claquaient sèchement sur l'asphalte. Je marchais seul dans la rue sombre vers la gare. J'avais vécu dans cette ville pendant 20 ans, pourtant j'avais l'impression de marcher dans un endroit entièrement inconnu. Dans ma poche reposait la petite clé d'argent. En marchant, j'en traçais les bords froids du bout des doigts. Pourquoi avais-je enduré cette maison si longtemps, même après avoir remarqué la trahison de mon mari ? Les gens autour de moi supposaient probablement que j'étais dépendante de lui. Ou ils me plaignaient, pensant qu'en tant que femme au foyer, je n'avais nulle part où aller. Mais la raison était complètement différente. Je suis restée dans cette maison pour personne d'autre que Marguerite. J'ai perdu mes parents dans un accident de voiture quand j'étais très jeune et j'ai grandi en me sentant comme un fardeau chez des proches éloignés. À cause de cela, j'avais un désir inhabituellement fort d'une vraie famille. Quand j'ai épousé Marc pour la première fois,
Marguerite était une femme incroyablement stricte. L'assaisonnement de la nourriture, la façon dont je nettoyais les plaintes, le protocole d'envoi des cartes de vœux, elle critiquait chaque petit détail. Et je me suis cachée dans un coin de la cuisine pour pleurer d'innombrables fois. Mais derrière sa rigueur, il y avait toujours une profonde affection pour moi. Chaque fois que je me forçais trop et tombais malade avec de la fièvre, Marguerite était la première à m'apporter de la soupe au poulet maison. Hélène, tu fais partie de la famille maintenant. Tu dois apprendre à t'appuyer sur moi. La chaleur de sa main me frottant maladroitement le dos ce jour-là était quelque chose que je n'oublierai jamais de ma vie. Avant que je ne m'en rende compte, Marguerite était devenue une véritable figure maternelle pour moi. Il y a 3 ans, Marguerite a subi un grave AVC qui a paralysé le côté gauche de son corps. Dès le jour où elle a commencé à vivre en fauteuil roulant, l'attitude de Marc est devenue drastiquement froide. Vivre avec une personne malade est étouffant. Je ne peux pas me détendre dans ma propre maison. Disant cela, il a commencé à rentrer tard presque tous les soirs. Même les week-ends, il prétendait avoir des projets d'entreprise urgents et quittait la maison sans même regarder le visage de sa mère. Le fardeau des soins est entièrement tombé sur mes épaules. Préparer des repas finement mixés, l'aider à se baigner, l'assister aux toilettes au milieu de la nuit. C'était une réalité quotidienne. Pourtant, je ne considérais pas cela comme un fardeau le moins du monde. Chaque fois que Marguerite baissait les yeux avec une expression apologétique et murmurait ses excuses, je serrais fermement ses mains. Je veux prendre soin de vous. Ne vous inquiétez pas, Marguerite. Quand je disais cela, elle hochait toujours la tête, versant de silencieuses larmes. Cependant, la cruauté de Marc s'est aggravée de jour en jour. Une nuit, j'ai senti le doux parfum de femme sur sa chemise de ville. Ne montrant aucun remords, il a craché ses plans cruels. Elle est trop de problèmes. Jetons simplement la vieille dame dans la maison de retraite la moins chère que nous puissions trouver. J'ai arrêté de manger et je l'ai regardée d'un œil noir. Marguerite veut vivre chez elle. Tu la gâtes trop. C'est moi qui mets la nourriture sur cette table avec mon argent. Tu m'écoutes. Ces cris pouvaient sans aucun doute être entendus par Marguerite dans la chambre adjacente, séparée seulement par un mince mur. Quand je suis allée dans sa chambre plus tard, elle tremblait sous ses couvertures. Je n'ai jamais quitté la maison parce que je devais la protéger de son propre fils. Maintenant Marguerite était partie et le service commémoratif était terminé il y a quelques heures. La salle de réunion familiale avait plus ressemblé à un bar bruyant. L'oncle de Marc, Richard, se plaignait bruyamment en buvant une bière. Des funérailles sans l'aîné sont absolument inouïes. Hélène, avez-vous vraiment essayé de le contacter? Je gardais la tête profondément baissée. Je l'ai appelé 30 fois, mais ça est tombé directement sur la messagerie vocale. Je suis vraiment désolée. Suivant. La tante de Marc, Suzanne, se moqua de moi. Tu as probablement fait quelque chose pour que Marc en ait marre de toi. Tu manques du sens du devoir attendu d'une femme. Les proches n'avaient aucune idée que Marc était en vacances sur une île tropicale avec une maîtresse. Ils décidèrent que tout était la faute d'une femme incompétente. J'espère que vous n'avez pas caché les relevés bancaires et les chéquiers de Marguerite pendant que Marc est absent. La remarque acerbe de Suzanne fit que les regards froids de toute la pièce se fixèrent sur moi. J'ai soulevé la théière pour verser plus de thé. Mes mains tremblaient légèrement. Quelques gouttes ont débordé sur la soucoupe. Pourtant, je refusais absolument de riposter. Crier ou exposer l'absence de Marc ici n'apporterait aucune paix à Marguerite. J'ai simplement répondu que je ne savais rien de ses finances. Puis j'ai doucement serré la clé à travers le tissu de ma poche. Au milieu d'une tempête de mots cruels, seul le contact de cette clé me soutenait. Après le service, une fois que les proches se sont enfin plaints et sont rentrés chez eux, j'ai remarqué un homme qui se recueillait tranquillement devant l'exposition de photos commémoratives. C'était un élégant monsieur âgé en costume noir sur mesure. Ce n'était pas un proche. Il s'est présenté comme Maître Dupont, un vieil ami de Marguerite. Il s'est tourné lentement et s'est approché de moi, s'assurant que personne d'autre n'était là, il s'est tourné vers moi avec un hochement de tête solennel. Hélène, merci pour votre immense travail acharné pendant ces longues années.
Au moment où j'ai entendu cette douce voix, une seule larme a coulé sur ma joue pour la première fois en 3 jours. C'était le premier mot chaleureux qui m'ait été adressé pendant toute cette épreuve agonisante. Maître Dupont a sorti une carte de visite blanche et nette de sa poche intérieure. Je m'appelle Dupont. Je suis l'avocat retenu par Marguerite. Avocat. À ce mot, j'ai levé les yeux avec étonnement. Maître Dupont a légèrement baissé le regard vers la poche de ma robe. Marguerite a-t-elle réussi à vous remettre la clé à la toute fin? J'ai retenu mon souffle et j'ai hoché la tête en silence. Maître Dupont a souri, l'air quelque peu soulagé, et a placé la carte de visite dans ma main. Veuillez venir à mon cabinet demain. Je vous remettrai le véritable héritage que Marguerite vous a laissé. Assise sur un banc à la gare, je tenais la carte de visite à la lumière d'un lampadaire. Marguerite n'avait pas seulement été allongée en silence dans son lit, réalisant que son temps était compté. Elle avait agi tranquillement sous la surface. Demain, je rendrai visite au cabinet de Maître Dupont. Je n'avais encore aucune idée que cette minuscule clé ouvrirait la première porte pour briser les mensonges arrogants de mon mari. Un petit motel banal près de la gare. Ce fut mon premier arrêt après avoir quitté la maison vide. Je me suis assise sur le matelas dur de la chambre exiguë et j'ai laissé échapper un petit soupir. L'horloge murale affichait 23 heures. Habituellement, c'était l'heure à laquelle je me réveillais pour aider à tourner Marguerite dans son lit afin d'éviter les escarres. Mais ce soir, la pièce était si silencieuse que mes oreilles bourdonnaient. J'ai dézippé ma valise. Je n'ai pas sorti de vêtements, mais une vieille tablette. C'était un iPad familial que je partageais avec Marc. Quand je l'ai allumé, la lueur bleue de l'écran a éclairé la pièce sombre. Au moment où il s'est connecté au Wi-Fi, les notifications ont commencé à affluer en haut de l'écran. J'en ai vu une et j'ai figé mon doigt. C'était une alerte email de la compagnie de carte de crédit de Marc. Marc était nul en technologie et avait laissé son adresse email d'alerte principale enregistrée sur cette vieille tablette. J'ai tranquillement tapoté la ligne d'objet. Le nom du commerçant indiquait « Grand Achia Resort, La Réunion ». Le montant débité était de 3 500 €. La date et l'heure correspondaient exactement au moment où Marguerite rendait son dernier souffle dans cette chambre de traumatologie glaciale. J'ai légèrement mordu mes lèvres en fixant l'écran. Aucune larme n'a coulé. Au lieu de cela, une colère froide et silencieuse tourbillonnait au plus profond de ma poitrine. Quelques minutes plus tard, une notification est apparue d'une application de messagerie sur la tablette. L'expéditeur était la sœur de Marc, Jeanne. Jeanne avait manqué les funérailles aujourd'hui, affirmant qu'elle ne se sentait pas bien. Hélène, je suis tellement désolée pour maman. Je suis désolée de ne pas avoir pu être là. Jusque-là, c'était un message de condoléances standard. Mais en lisant les lignes suivantes, mes sourcils se sont froncés de suspicion. Marc est-il vraiment en voyage d'affaires à Lyon en ce moment? J'ai lentement fait défiler l'écran. Une de mes amies vient de m'envoyer un message. Elle a dit qu'elle avait vu Marc bras dessus bras dessous avec une jeune femme à l'aéroport de La Réunion. Ça doit être une erreur, n'est-ce pas? Les mensonges de Marc commençaient à se déchirer. Il avait menti à ses proches, disant qu'il rencontrait d'importants clients à Lyon. Il ne m'avait dit qu'il était occupé par un travail crucial. Marc n'avait jamais en 1 million d'années envisagé la possibilité que l'ami de sa sœur puisse accidentellement être sur le même vol. J'ai commencé à taper une réponse, puis j'ai arrêté. Je ne pouvais pas les laisser réaliser que je savais déjà tout. J'ai fermé l'écran de la tablette et je l'ai placé sur la table de nuit. Puis j'ai rallumé mon propre smartphone. L'écran s'est allumé, affichant l'icône de la messagerie vocale clignotante. C'était le message que Marc avait laissé après que je l'ai appelé 30 fois l'après-midi précédent. J'ai branché mes écouteurs et j'ai appuyé sur « Lecture ». Oui, c'est moi. Arrête de m'appeler sans cesse. Je suis débordée par une crise au travail. C'était son ton habituel, méprisant et agacé. Mais ce qui a attiré mon attention, ce n'était pas sa voix. C'était le faible bruit des vagues de l'océan en arrière-plan. Le tintement rafraîchissant des glaçons dans un verre et la voix geignarde d'une jeune femme. Marc, dépêche-toi. Allons à la plage.
As-tu découvert où la vieille dame garde ses comptes bancaires? Au moment où cette phrase a sauté à mes oreilles, j'ai halté. Un frisson a parcouru ma colonne vertébrale. La voix pâteuse de Marc a suivi. Idiot, baisse la voix. C'est bon. Hélène est complètement ignorante. Je vais fouiller la maison de fond en comble et les trouver dès que je reviendrai. Le message s'est coupé là. J'ai retiré les écouteurs et j'ai couvert mon visage de mains glacées. Les comptes bancaires de la vieille dame. Il parlait sans aucun doute des économies de toute une vie de Marguerite. Un seul souvenir m'est revenu en mémoire de manière éclatante. C'était une nuit il y a un mois. Marc avait soudainement commencé à fouiller la chambre de Marguerite. Où sont la carte de sécurité sociale de maman et son livret d'épargne vintage? Marc avait frénétiquement sorti tous les tiroirs, jetant des choses partout avec des yeux injectés de sang. Quand je lui ai demandé pourquoi, il m'a crié dessus avec un visage profondément paniqué. J'en ai besoin pour la trésorerie de ma société. Tu n'es qu'une femme. Tais-toi. À ce moment-là, j'avais répondu que je ne savais pas car c'étaient les précieuses affaires de Marguerite. En effet, Marguerite n'avait jamais discuté de ses finances avec moi. Marc a claqué sa langue violemment et est sorti en trombe de la maison. Sa panique ce jour-là n'était pas liée à la trésorerie de l'entreprise. Il cherchait les fonds pour financer sa nouvelle vie ou ses dépenses somptueuses avec sa maîtresse. Si sa mère mourait, en tant qu'aîné, il supposait qu'il hériterait de tout. Il vendait la peau de l'ours avant de l'avoir tué. J'ai sorti la petite clé d'argent de ma poche, la posant sur ma paume. La clé reflétait les lumières tamisées du motel d'un éclat terne. Marguerite savait que son fils visait ses économies. C'est exactement pourquoi elle m'avait confié cette clé, pour me protéger de la trahison de son fils. Le lendemain matin, un ciel bleu sans nuages s'étendait sur la ville. J'ai changé ma robe de deuil pour un tailleur bleu marine conservateur. J'ai laissé ma valise à la réception du motel et j'ai pris le train. Je me suis dirigé vers un immeuble de bureaux tranquille à une courte distance du centre-ville. Au 3e étage d'un vieil immeuble en briques se trouvait le cabinet de Maître Dupont, l'homme que j'avais rencontré aux funérailles. J'ai pris une profonde inspiration devant la porte et j'ai frappé doucement. Entrez. À l'invite d'une voix calme, je suis entré. La pièce était bordée de bibliothèques et sentait le vieux papier. Maître Dupont s'est levé de son bureau et s'est incliné profondément. Je suis heureux que vous soyez venue, Hélène. Je vous attendais. J'ai sorti la petite clé d'argent enveloppée dans un mouchoir de mon sac. Je l'ai posée tranquillement sur sa table. Maître Dupont a regardé la clé et a fait un petit signe de tête. Il a ensuite récupéré une boîte à serrure en bois vintage à l'arrière de son bureau. Marguerite m'a laissé ceci en garde, me demandant de vous le donner. La boîte en bois avait un minuscule trou de serrure. Elle était exactement de la bonne taille pour la clé dans ma main. Veuillez l'ouvrir. Le véritable héritage de Marguerite est à l'intérieur. Avec des doigts tremblants, j'ai pincé la clé et je l'ai glissée dans la boîte à serrure. Clic. Le petit son a résonné dans la pièce silencieuse. Au moment où j'ai ouvert le couvercle, j'ai perdu mes mots. À l'intérieur, il n'y avait pas seulement le livret bancaire que Marc cherchait frénétiquement. Il y avait une épaisse enveloppe et un document juridique choquant qui allait modifier radicalement le cours de ma vie. La boîte contenait un livret bleu marine, une épaisse enveloppe avec « Hélène » écrit dessus et un document officiel. Quand j'ai lu le titre du document, j'ai halté. Testament authentifié. C'était clairement imprimé en haut. Marguerite m'a appelé dans sa chambre il y a un an. Maître Dupont a commencé à parler doucement. J'ai gardé les yeux fixés sur le visage de l'avocat en tenant le document. Marguerite savait tout des infidélités de Marc et de la façon dont il vous traitait. Elle craignait profondément qu'après son décès, Marc ne vous jette hors de la maison et ne dilapide ses économies. J'ai attrapé le livret à l'intérieur de la boîte. J'ai tourné à la dernière page et mes yeux se sont collés au solde imprimé. 500 000 €. C'était l'argent précieux que mon beau-père et Marguerite avaient économisé avec acharnement tout au long de leur vie. Marc croit qu'il héritera de chaque centime de la succession de Marguerite.
Les mots de Maître Dupont m'ont rappelé le message vocal d'hier, la maîtresse demandant des comptes de la vieille dame. La voix désespérée de Marc disant qu'il les trouverait. Cependant, tant que ce testament existe, les choses ne se passeront pas comme Marc l'entend. Maître Dupont a souligné une clause spécifique du document. Elle détaillait une intention limpide. Je lègue l'intégralité de ma succession, y compris tous les actifs monétaires et les biens, exclusivement à ma belle-fille, Hélène, qui a consacré des années à mes soins. Je déshérite expressément et entièrement mon fils, Marc. J'ai fixé ces mots, complètement sans voix. Quelque chose de chaud a jailli du plus profond de ma poitrine. Marguerite ne m'avait jamais considérée comme une simple belle-fille pratique fournissant des soins infirmiers gratuits. Elle avait compris mes luttes et la cruauté de son fils mieux que quiconque. Marguerite m'a dit quelque chose. La voix de Maître Dupont résonna dans la pièce silencieuse. Elle a dit, Hélène quittera certainement cette maison quand je mourrai. Elle est trop gentille, alors elle partira probablement les mains vides sans réclamer un seul centime à Marc. C'est pourquoi elle vous a confié cet argent et ce testament afin que vous puissiez marcher fièrement vers votre avenir sans être ligoté par quiconque. J'ai pris l'épaisse enveloppe portant mon nom. À l'intérieur se trouvait un morceau de papier à en-tête rempli de l'écriture tremblante de Marguerite. Hélène, merci beaucoup pour ces 20 dernières années. Je sais combien de douleurs mon fils vous a causé. Vous n'avez jamais pleuré devant moi, mais je savais que vous pleuriez seul dans la cuisine au milieu de la nuit. En tant que mère, j'aurais dû le réprimander férocement, mais dans mon état de maladie, je ne pouvais pas. Je suis tellement désolée. Cet argent est mes dernières excuses et ma gratitude envers vous. Vous n'avez plus à rester dans cette maison. Oubliez Marc. Reprenez votre vie. Les larmes tombèrent sur le papier à en-tête une par une. Je ne pouvais plus me retenir. Sans faire de bruit, j'ai simplement laissé mes épaules trembler en pleurant. Maître Dupont n'a rien dit, me poussant doucement une boîte de mouchoirs. Combien de temps ai-je pleuré ? Au moment où mes larmes ont séché, une résolution unique, silencieuse, mais inébranlable s'était solidifiée dans mon cœur. Maître Dupont. J'ai essuyé mes larmes et j'ai levé les yeux. S'il vous plaît, gardez ce testament secret pour Marc pour l'instant. Maître Dupont m'a regardé, légèrement surpris. Je peux le faire, mais si vous l'informez immédiatement, vous pouvez légalement l'empêcher de toucher à quoi que ce soit. Non. J'ai secoué la tête lentement. Il est actuellement sur une île tropicale avec sa maîtresse. Il est absolument convaincu qu'il a gagné. Il prévoit de me virer et d'utiliser cet argent pour financer sa nouvelle vie. J'ai parlé à l'avocat des papiers de divorce que j'avais laissés à la maison hier et de la voix de la maîtresse enregistrée sur sa messagerie vocale. Je veux dicter le moment exact où il sera confronté à la vérité. Ma voix était étonnamment froide et calme, même pour mes propres oreilles. Je vais lui claquer cette réalité au visage au moment exact où il se sentira le plus triomphant. Au moment même où il croira avoir tout sécurisé. C'est mon dernier acte de clôture pour l'homme qui a traité Marguerite comme une ordure. Peut-être voyant la lumière féroce dans mes yeux, Maître Dupont hocha profondément la tête. Compris. Je respecterai vos souhaits. Je suis de votre côté. Je suis prêt à agir quand vous le souhaitez. Quand je suis sorti du cabinet, le soleil de l'après-midi brillait aveuglément. J'ai glissé le testament, le livret et la lettre de Marguerite profondément dans mon sac. Maintenant, je possédais 3 armes. Premièrement, la tablette prouvant son affaire extravagante. Deuxièmement, la requête en divorce signée que j'avais laissée derrière moi. Et troisièmement, ce testament authentifié. J'ai sorti mon smartphone et je l'ai rallumé. 10 autres appels manqués de Marc sont apparus à l'écran. Il y avait aussi un seul et bref message texte. Je rentre en avion tard ce soir. Mon oncle m'a dit que les funérailles étaient terminées. Ne touche à rien dans la chambre de ma mère avant que je ne revienne. Il n'y avait pas une once de chagrin pour la mort de sa mère dans ces mots. Il n'y avait qu'une obsession vorace pour sa richesse et un ordre arrogant qui m'était adressé. J'ai fixé l'écran et j'ai souri tranquillement. Ne t'inquiète pas. Je ne toucherai à rien parce qu'il n'y a plus rien à trouver pour toi.
Quand il reviendra ce soir, il ne sera pas accueilli par un repas chaud ou une femme obéissante. Il trouvera une coquille de maison vide, glaciale et noire. J'avais hâte de voir l'expression sur son visage quand il trouverait les papiers de divorce verts et l'alliance en platine laissés sur la table de la salle à manger. Océan bleu et étendues infinies de sable blanc. Allongé au bord de la piscine du complexe de luxe à Saint-Gilles, Marc versa une bière froide dans sa gorge. Des glaçons teintaient rafraîchissant dans son verre. Allongée sur la chaise longue blanche à côté de lui se trouvait Chloé, vêtue d'un bikini rouge. Marc, devons-nous vraiment rentrer demain? Restons une nuit de plus. Chloé fit la moue et traça un doigt le long de son épaule. Marc ôta ses lunettes de soleil et laissa échapper un énorme soupir agacé. Je n'ai pas le choix. La vieille est enfin morte. En tant qu'aîné, je dois me montrer où les proches ne se tairont jamais. Sa voix ne contenait absolument aucune tristesse ou douleur en parlant de la mort de sa mère biologique. Elle sonnait aussi froidement que de discuter de jeter un vieux meuble cassé. Mais ta femme ne sera-t-elle pas furieuse? Elle a dû faire toutes les préparations funéraires et parler au directeur seul, n'est-ce pas? Au mot de Chloé, Marc ricana. Hélène furieuse? Cette femme ne peut pas survivre un seul jour sans mon salaire. Elle n'oserait jamais aller contre mes ordres. Elle n'est en fait qu'une femme de ménage impayée très pratique. Marc tapota son smartphone et tapa le message bref et autoritaire à Hélène, en l'envoyant agressivement, il lança un sourire triomphant à Chloé. Une fois que j'aurai l'héritage de la vieille dame, je t'achèterai la boutique que tu voulais. Quant à Hélène, je lui donnerai une petite somme d'argent de silence et je la mettrai à la porte. Les yeux de Chloé brillèrent et elle serra fermement le bras de Marc. Vraiment, je suis si heureuse. Tu es le meilleur, Marc. Leurs rires vulgaires furent absorbés par le magnifique ciel tropical. À peu près au même moment, assise sur une chaise dure dans le motel sombre, je baissai tranquillement mon smartphone. Affiché à l'écran se trouvait le court message que Marc venait d'envoyer. Puisque les funérailles sont terminées, je rentre en avion demain. Tu dois être ravi que tes devoirs d'infirmière soient enfin terminés. Fais en sorte que la maison soit impeccable à mon arrivée. Au moment où j'ai lu ces mots, une douleur comme un couteau aiguisé m'a transpercé profondément la poitrine. Devoir d'infirmière. Pour mon mari, les 20 dernières années de ma vie n'étaient rien de plus qu'une corvée. Le jour où j'ai épousé sa famille, Marc m'avait tenu les mains et avait dit « Construisons une famille chaleureuse et aimante ensemble ». Croyant ces mots, peu importe à quel point Marguerite était stricte, peu importe à quel point Marc rentrait tard, je protégeais désespérément notre foyer. Pendant les 3 ans après l'effondrement de Marguerite, je n'ai pas eu une seule seconde de temps libre pour moi, changeant des couches pour adultes au milieu de la nuit, l'essuyant pour éviter les escarres, mixant des repas très nutritifs. Je ne l'ai pas fait parce que c'était un devoir. Je l'ai fait parce qu'elle était une famille précieuse, parce que je me souciais sincèrement d'elle du fond de mon cœur, consacrant ma propre vie pour que la sienne soit confortable. Marc s'était simplement moqué, appelant cela une corvée dont j'étais heureuse de me débarrasser. J'ai fixé l'écran, grinçant des dents. Mon cœur me faisait physiquement mal, comme si une main glaciale l'avait violemment serré. Mon amour romantique pour mon mari était complètement mort il y a des années. Même ainsi, être traité comme quelque chose de moins qu'un être humain par la personne à qui j'avais dédié la moitié de ma vie était une humiliation insupportable. J'ai frotté fort mon pouce contre l'écran, comme si je pouvais effacer ces mots insensibles et cruels. Mes mains tremblaient légèrement, de la sueur froide perlant sur mes paumes. Cependant, je n'ai pas versé une larme. La vieille moi se serait effondrée sur le lit du motel, sanglotant après avoir vu ce message. J'aurais senti que ma vie était sans valeur et sombrer dans un profond désespoir. Mais la moi actuelle avait cette petite clé dans la poche de ma veste, et dormant au fond de mon sac à main se trouvait le testament de Marguerite et sa lettre chaleureuse, « Reprenez votre vie ». Sa douce voix résonnait au fond de mes oreilles. À ce moment-là, la tension s'est inexplicablement dissipée de mes doigts tremblants. La tristesse et l'humiliation se sont transformées en une résolution tranquille et glaciale. J'ai pris une lente et profonde inspiration et j'ai tapé sur le clavier numérique. Compris. Bon vol. J'ai répondu avec juste cette courte phrase. Pas de colère, pas de chagrin,
pas de ressentiment. Des mots imitant parfaitement la femme obéissante que j'avais toujours été. Quand Marc lirait ce message en buvant sa bière froide à la réunion, il rirait probablement de satisfaction, pensant, tu vois, elle ne peut jamais me défier. Il ne rêverait jamais que c'était un piège fatal se resserrant autour de son propre cou. J'ai éteint mon smartphone à nouveau et je l'ai glissé dans mon sac. Mon cœur n'a plus vacillé le moins du monde. Le soir, je suis sortie du motel. Le vent était un peu frais, mais l'air vif était merveilleux. Je me suis dirigée vers un vieux et tranquille dîner à quelques pâtés de maison. J'ai commandé du thé chaud et je me suis assise à une banquette près de la fenêtre, peu fréquentée. Le soleil couchant peignait la ville en orange, projetant de longues ombres de gens pressés de rentrer chez eux. J'ai sorti de mon sac le livret vintage que Maître Dupont m'avait donné. Le livret d'épargne bleu marine de Marguerite. En vérité, lorsque j'ai ouvert ce livret au cabinet d'avocat, j'avais remarqué une incohérence flagrante. Choqué par le solde de 500 000 € sur la dernière page, je ne l'avais pas vérifié en profondeur devant l'avocat. Cependant, dans les pages plus anciennes de ce livret, il y avait une trace d'argent très anormale qui défiait toute explication. J'ai pris une gorgée de mon thé, j'ai calmé mes nerfs et j'ai ouvert la toute première page. Les dates imprimées dataient d'il y a exactement 20 ans, l'année où Marc et moi nous sommes mariés et avons commencé notre nouvelle vie dans cette ville. Alignés sur la page se trouvaient des enregistrements d'un montant fixe, 10 000 €, retirés le même jour chaque mois. S'agissait-il du remboursement d'une dette des funérailles de mon beau-père ou d'un complément aux frais de subsistance? C'était ma première pensée. Mais ces retraits ont pris fin brusquement quelques années plus tard et, à la place, d'énormes sommes irrégulières ont commencé à être déposées. 50 000, 100 000, parfois 200 000 € à la fois. Marguerite était une femme au foyer vivant d'une pension fixe. Il n'y avait absolument aucune raison pour que de telles sommes massives lui soient virées. J'ai plissé les yeux pour vérifier le nom du déposant. L'encre était ancienne et fanée, mais j'ai tracé les lettres avec mon doigt pour les lire. Au moment où un mot spécifique est apparu clairement, j'ai halté. C'était une partie du nom d'une entreprise de construction avec laquelle Marc travaillait en étroite collaboration. Qu'est-ce que cela signifie? Une petite voix a fui de mes lèvres. Le compte bancaire personnel de Marguerite et une entreprise de construction. Pourquoi ces deux entités complètement sans rapport se croisaient-elles par des sommes massives il y a 20 ans? Je me suis rappelé vivement l'image de Marc fouillant frénétiquement la chambre de Marguerite il y a quelques jours. J'en ai besoin pour la trésorerie de ma société. Tu n'es qu'une femme. Tais-toi. Ces mots n'auraient pas été un simple mensonge pour me faire taire. Marc ne visait pas seulement à utiliser l'héritage de Marguerite pour sa maîtresse. S'il y avait un secret fatal et destructeur reliant Marguerite et la société de Marc dans le passé. Et si ce que Marc craignait vraiment, ce n'était pas de perdre l'héritage, mais que ce secret soit exposé au grand jour, j'ai de nouveau tracé les vieux registres avec mon doigt. Un flux d'argent massif et anormal commençant il y a 20 ans et se poursuivant jusqu'à présent. C'était comme une entrée dans une profonde obscurité que mon mari avait cultivée pendant des décennies. J'ai sorti la vieille tablette familiale de mon sac. Ma deuxième preuve pour briser complètement les mensonges de Marc et le coincer sans échappatoire. Je devais résoudre le mystère de ce livret. Je devais rassembler chaque pièce de la vérité avant qu'il ne revienne en ville avec sa maîtresse. Les pas silencieux de la fin qui approchaient n'appartenaient pas à Marc. C'étaient les pas de la ruine que j'avais préparés pour lui. J'ai fixé le soleil couchant par la fenêtre avec des yeux froids et calmes. Dans le restaurant, maintenant complètement obscur à l'extérieur. Je fixai mon thé froid. Sur la table était étalé le livret vintage et la tablette que Marc avait l'habitude d'utiliser. J'ai utilisé la tablette, ouvrant la boîte de réception de l'ancien compte email de Marc. Elle contenait des enregistrements datant de plusieurs années, quand il utilisait encore cet appareil. Dans la barre de recherche, j'ai tapé le nom de l'entreprise de construction imprimé dans le livret, Construction de l'Horizon, ainsi que le mot « virement ». L'écran s'est figé une seconde avant d'afficher plusieurs anciens emails. Au moment où j'ai ouvert le premier, un frisson froid a parcouru ma colonne vertébrale. L'expéditeur était le président de Construction de l'Horizon, l'oncle de Marc, Richard. Marc,
Concernant les honoraires de conseil pour le projet récent, nous avons viré les fonds sur le compte désigné de Marguerite. J'ai retenu mon souffle et j'ai vérifié la date correspondante dans le livret. 100 000 €. La date de l'email et la date à laquelle les fonds ont été crédités sur le compte correspondaient parfaitement. Marc recevait des pots de vin et des commissions illégales de la part de l'entreprise de sous-traitance de son oncle. S'il les avait fait virer sur son propre compte, sa société l'aurait découvert immédiatement. C'est pourquoi il utilisait le compte de sa mère alitée comme un coffre-fort invisible. Marguerite n'a sûrement jamais rêvé que son livret était utilisé pour un crime fédéral. Attendez, ne le savait-elle vraiment pas? J'ai tourné à la dernière page du livret, les enregistrements les plus récents. Exactement 6 mois avant le décès de Marguerite, les transferts de construction de l'Horizon ont brusquement cessé. Au lieu de cela, il y avait un enregistrement de Marguerite se rendant elle-même à la banque pour faire rééditer le livret et le geler au dépôt externe. Les pièces du puzzle se sont silencieusement assemblées dans mon esprit. Marguerite avait réalisé de son lit ce que Marc faisait. Pour empêcher son fils de commettre d'autres crimes, ou peut-être comme un atout pour me protéger, elle avait contacté Maître Dupont et caché le livret physique là où Marc ne pouvait pas l'atteindre. La véritable raison pour laquelle Marc cherchait désespérément le livret cette nuit-là n'était pas seulement de voler l'héritage pour sa maîtresse. C'était pour détruire complètement les preuves de sa fraude d'entreprise avant que Marguerite ne meure. Si l'existence de ce livret parvenait à sa société ou aux autorités, Marc ne serait pas seulement licencié. Il risquerait la prison fédérale pour détournement de fonds et fraude. C'est pourquoi il était si frénétique. Quand j'ai tout compris, le dernier fragment microscopique d'empathie que j'avais pour Marc s'est brisé bruyamment. Ce qui restait n'était que du mépris froid pour un homme qui utiliserait sa propre mère. À 9 h le lendemain matin, dès l'ouverture des portes, je suis entré dans la succursale bancaire locale que Marguerite utilisait depuis des années. J'ai pris un ticket numéroté et j'ai attendu tranquillement. Autour de moi se trouvaient des retraités retirant de l'argent et des femmes au foyer effectuant des dépôts. Une scène parfaitement normale, banale. Au milieu de cela, j'étais la seule sur le point d'allumer la mèche de la première bombe qui mettrait fin à la vie de mon mari tel qu'il la connaissait. Ticket 112, veuillez vous rendre au guichet. Appelée par la banquière, je me suis assise. De mon sac, j'ai sorti une copie certifiée du certificat de décès de Marguerite. Je l'ai glissé silencieusement sur le comptoir. Ma belle-mère, Madame Dubois, est décédée hier. Je dois traiter ses comptes. La guichetière a légèrement haleté et a immédiatement baissé la tête. Je suis vraiment désolée pour votre perte. Je vais commencer le processus immédiatement. Le cliquetis du clavier a résonné doucement. Quelques minutes plus tard, elle a commencé à expliquer. Nous avons confirmé le décès, conformément aux réglementations bancaires fédérales, nous avons immédiatement gelé les comptes de Madame Dubois. Jusqu'à ce que les formalités légales de succession et d'héritage soient conclues par la famille. Aucun retrait ou virement ne peut être effectué. Merci. C'est parfaitement bien. J'ai répondu brièvement, je me suis inclinée et j'ai quitté la banque. Le soleil éclatant du matin illuminait mon visage. C'était ma première petite contre-attaque, geler le compte. C'est une procédure standard lorsqu'un titulaire de compte décède. Mais Marc l'avait probablement oublié ou avait arrogamment supposé que personne ne commencerait les formalités avant son retour. S'il revenait aujourd'hui et essayait d'utiliser une carte de débit pour accéder à son fonds de caisse noire ou essayait de transférer l'héritage pour sa maîtresse, l'écran du distributeur afficherait simplement une erreur stérile. Cette carte ne peut pas être traitée. Les 20 années de mensonges qu'il avait cachés étaient maintenant entièrement enfermées dans un coffre-fort sombre. J'ai senti une petite brise rafraîchissante souffler au plus profond de ma poitrine. En quittant la banque, je me suis dirigée vers la maison une dernière fois. La coquille vide dans laquelle Marc reviendrait ce soir. J'ai déverrouillé la porte et je suis entrée dans le salon silencieux. Ce serait la dernière fois que je me tiendrais ici. J'ai placé la requête en divorce verte sur la table de la salle à manger. Puis j'ai placé l'alliance que j'avais portée pendant 20 ans juste au-dessus du document. Le platine a teinté froidement contre le papier. Mais ce n'était pas tout. J'ai sorti un morceau de papier que j'avais imprimé au motel hier.
C'était une photocopie de la page la plus ancienne du livret de Marguerite montrant les pots de vin illégaux, à côté de la page la plus récente montrant le solde de 500 000 €. J'ai posé cette photocopie juste à côté des papiers de divorce. Je n'ai délibérément pas écrit de lettre. Je n'ai laissé aucune excuse et aucun ressentiment. Mais à la seconde où Marc verrait cette photocopie, il comprendrait jusqu'à la moelle de ses os que je savais tout quand je suis parti. L'horloge passait 15 heures. Le vol de Marc allait bientôt atterrir. J'ai jeté un dernier regard à la maison et je me suis dirigé vers l'entrée. J'ai fermé la porte, l'ai verrouillée et j'ai laissé tomber la clé dans la boîte aux lettres. Je n'ouvrirai plus jamais cette porte. En marchant vers la gare, mon smartphone a vibré doucement. C'était un message de Marc. Je viens d'atterrir à l'aéroport. Je serai à la maison pour le dîner. Assure-toi de t'occuper d'écrire les cartes de remerciement pour les participants aux funérailles. Fais aussi frire mon poulet préféré pour le dîner. Les mots d'un homme revenant d'un voyage avec sa maîtresse, donnant des ordres à une femme qui venait d'enterrer sa mère. J'ai fixé le texte insensible et j'ai ri sans faire de bruit. Oui, bon retour à la maison, ai-je chuchoté dans mon cœur. Quand tu ouvriras cette porte, il n'y aura pas de dîner chaud et pas de femme obéissante. Tout ce que tu trouveras, c'est une froide requête en divorce, et la preuve criminelle que tu craignais le plus, et l'argent sur lequel tu comptes ne peut pas être touché. Le train que j'ai pris roulait dans la direction complètement opposée à l'aéroport. Regardant le paysage défiler par la fenêtre, j'ai tourné mes pensées vers ma nouvelle vie. Imaginant les rugissements furieux qui résonneraient dans cette maison sombre dans quelques heures. Le terminal de l'aéroport pour le vol direct depuis La Réunion était animé de voyageurs. Traversant le hall, Marc affichait un visage bronzé et un sourire très satisfait. À ses côtés, Chloé portait joyeusement plusieurs sacs de shopping de créateurs haut de gamme. Hug, l'air en ville est terrible. Retournons sur l'île le mois prochain, Marc. Quand Chloé gémit, Marc hocha la tête de façon expansive. Oui, bien sûr. Le mois prochain, nous pourrons nous envoler quelque part plus loin à l'étranger. Il n'y avait pas une once de deuil pour sa mère récemment décédée dans l'esprit de l'un ou l'autre. Pour Marc, la mort de sa mère n'était qu'une libération d'un fardeau ennuyeux. Mais Marc, tes proches ne seront-ils pas en colère que tu aies manqué les funérailles? Lorsque Chloé demanda nerveusement, Marc renifla, je vais juste leur raconter un mensonge. Il commença à se vanter de son plan impeccable. Je vais leur dire que j'étais à Lyon pour résoudre une crise d'entreprise majeure. Je dirai qu'Hélène a tout gâché et ne m'a pas contacté à temps. Je mettrai tout sur son dos. La pauvre. Ta femme ne sera-t-elle pas furieuse? Chloé couvrit sa bouche d'un faux rire. Furieuse, Hélène ne peut pas survivre un seul jour sans moi. Marc méprisait sa femme du fond du cœur. La femme qui avait assumé ses responsabilités d'aidante pendant 20 ans sans une seule plainte. Il était convaincu qu'elle n'était qu'une femme de ménage pratique qui ne pourrait jamais le défier. D'ailleurs, l'héritage de la vieille dame m'appartient entièrement. Je suis l'aîné. C'est tout à fait naturel. L'objectif de Marc était les 500 000 € en espèces et la valeur immobilière de la maison. S'il mettait la main sur tout cela, il pourrait quitter son emploi et lancer sa propre entreprise. Il pourrait acheter à Chloé un appartement de luxe. Je jetterai à Hélène un petit pot de vin et la mettrai à la porte. Elle n'a pas les capacités de s'offrir un avocat ou d'exiger une pension alimentaire. Traversant les portes automatiques de l'aéroport, Marc était absolument convaincu de son brillant avenir. Il était le vainqueur et sa femme était une éternelle perdante. Il n'avait aucune idée que ses calculs arrogants avaient déjà été complètement anéantis. À peu près au même moment, je regardais les lumières de la ville depuis la fenêtre de ma tranquille chambre de motel. Dans ma main se trouvait la lettre de Marguerite. Peu importe le nombre de fois que je la lisais, je pouvais sentir son amour profond et son regret agonisant jaillir des mots. Marc a toujours été un enfant froid qui ne pensait qu'à lui-même. À mi-chemin de la lettre, Marguerite révélait pour la première fois ses véritables sentiments à l'égard de son fils. Peut-être est-ce parce que mon mari est mort tôt et que j'ai trop gâté le garçon. J'ai réalisé il y a quelques années qu'il faisait quelque chose d'illégal dans son entreprise. J'ai resserré ma prise sur la lettre.
Marguerite avait remarqué les dépôts massifs et anormaux sur son compte. J'ai confronté Marc, mais il m'a envoyé promener et m'a crié au visage. Depuis, il m'a traité comme une nuisance et vous a imposé tous les soins. Marguerite connaissait les crimes de son fils, mais ne pouvait se résoudre à le livrer à la police. Combien elle devait l'avoir souffert, tiraillée entre l'amour d'une mère et le devoir de faire ce qui était juste, Hélène. Je n'ai pas eu le courage de juger mon propre fils de mes propres mains. Je suis vraiment désolée, mais je ne peux plus vous laisser vous sacrifier. Ce que Marguerite voulait vraiment protéger, ce n'était pas l'argent. C'était de me laisser échapper aux crimes de son fils et à sa domination cruelle. Me permettre de commencer une nouvelle vie par moi-même. C'était son dernier souhait et son expiation envers moi. Marguerite. J'ai pressé doucement la lettre sur ma poitrine et j'ai fermé les yeux. J'avais l'impression que ses mains tremblantes me poussaient doucement le dos. Mon mari nous avait commodément utilisés et piétinés, ma mère et moi. Le confronter à la vérité était le plus grand hommage que je pouvais lui rendre. J'ai pris une profonde inspiration, gravant une résolution froide et claire dans mon cœur. À 20h, bien après la tombée de la nuit, Marc est sorti d'un taxi devant la maison. Levant les yeux en tirant sa valise, il remarqua que la maison était anormalement plongée dans le noir. Pas un seul filet de lumière ne s'échappait des fenêtres du salon. Pourquoi a-t-elle éteint toutes les lumières? Marc claqua sa langue d'irritation et tourna la poignée de la porte, mais elle était verrouillée et ne s'ouvrait pas. Bon sang, je lui ai envoyé un message pour lui dire que je rentrais à la maison. C'est sa façon de plaisanter? Marc sortit sa clé de son sac et déverrouilla agressivement la porte. Et Hélène, je suis rentrée. Qu'est-ce que tu fabriques? Le cri de colère de Marc résonna dans l'entrée sombre, mais il n'y eut aucune réponse de l'intérieur de la maison. C'était étrangement silencieux. Normalement, sa femme accourait en panique pour le saluer. Il n'y avait pas d'odeur de dîner chaud, pas de bruit de vie, rien du tout. Où te caches-tu? Ne me cherche pas. Je ne joue pas. Marc enleva ses chaussures à coups de pied et entra en trombe dans le salon. Son visage rougit de colère. Il frappa violemment l'interrupteur mural, allumant les lumières. La lumière fluorescente vive illumina le salon familier, mais sa femme n'était nulle part. La pièce était anormalement impeccable, et toute trace de son existence avait complètement disparu. C'était un espace froid, comme une maison témoin vide où personne ne vivait. Qu'est-ce qui se passe? Suspicion, Marc parcourut la pièce. Puis ses yeux s'arrêtèrent net sur la table de la salle à manger. Assise seule au centre de la table vide se trouvait une pile de papiers inconnus. Marc fronça les sourcils, lâcha sa valise et s'approcha de la table. C'était une requête en dissolution de mariage. Au moment où il lut les mots, Marc laissa échapper un petit rire étouffé. Ah! S'enfuir de la maison. Quelle menace pathétique. Si sa femme partait d'elle-même, cela signifiait qu'il n'aurait pas à payer de pension alimentaire. C'était un peu agaçant, mais il pensait en fait que cela fonctionnait parfaitement pour ses plans. Reposant sur les papiers de divorce, brillant froidement, se trouvait une alliance en platine. Conservant un sourire de supériorité, Marc déplaça son regard vers le morceau de papier juste à côté. Ce n'était qu'une photocopie en noir et blanc. Mais à l'instant où il vit le texte et les chiffres imprimés dessus, le sourire fut complètement effacé de son visage. C'était une photocopie de l'ancien livret d'épargne de sa mère. La page exacte montrant les pots de vin illégaux qu'il avait reçus de l'entreprise de sous-traitance il y a 20 ans, la preuve criminelle que personne ne pourrait jamais être autorisé à voir. De plus, à côté se trouvait une copie du solde le plus récent. Elle affichait clairement le chiffre de 500 000 € qu'il avait prévu de voler. Qu'est-ce que c'est que ça? La gorge de Marc émit un sifflement, et le sang se vida instantanément de ses jambes. Pourquoi sa femme était-elle au courant de ce livret? Pourquoi cette copie était-elle là? Sa femme était censée être une femme stupide et ignorante. Marc ramassa le papier d'une main tremblante. Ses doigts tremblaient violemment. À ce moment-là, Marc réalisa que son plan soi-disant parfait avait été complètement percé à jour dès le début, et la femme qu'il méprisait avait déjà terminé de le pousser au bord du désespoir. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se passe?
La voix de Marc se brisa en un hurlement qui résonna dans le salon vide. La copie en noir et blanc dans sa main tremblait de façon incontrôlable. Elle montrait clairement la preuve de sa fraude d'entreprise vieille de 20 ans, et elle montrait le solde de 500 000 € sur lequel il avait compté. Les secrets qu'il avait désespérément besoin de cacher avaient été entièrement exposés par sa femme. Le visage blafard, Marc tourna frénétiquement la tête. « Hélène, où es-tu ? Sors !» Pensant que sa femme se cachait peut-être quelque part pour le tester, il ouvrit violemment les portes de la chambre, de la salle de bain et de la chambre de sa mère récemment décédée. Mais la maison restait étrangement silencieuse. Ses vêtements avaient entièrement disparu du placard. Sa brosse à dents et ses cosmétiques manquaient de la coiffeuse. Sa femme avait sérieusement fait ses valises et avait disparu. « Tu te moques de moi. Combien cette femme sait-elle ?» Transpirant à grosses gouttes froides, Marc retourna au salon. Il regarda les papiers de divorce et la bague sur la table. Bien pire que sa femme demandant le divorce était la pure terreur d'avoir entre ses mains la preuve d'un crime fédéral. Si le livret original tombait entre les mains du service de conformité de l'entreprise ou du FBI, il serait sans aucun doute licencié pour faute grave et potentiellement arrêté pour détournement de fonds et fraude. La carrière qu'il avait bâtie, sa vie avec sa maîtresse, tout se désintégrerait en rien. Bon sang, calme-toi. Elle ne l'a pas encore divulgué, marmonna Marc pour lui-même comme un mantra et sortit son smartphone de sa poche. Avec des doigts tremblants, il composa le numéro de sa femme. Le numéro que vous avez composé n'est plus en service. La voix robotique froide se fit entendre et Marc faillit écraser son téléphone au sol. Elle avait annulé son service de téléphonie mobile, coupant complètement son seul moyen de la contacter. Son plan parfait était brutalement démantelé par les mains de sa femme. Face à cette réalité, Marc commença à ressentir une profonde terreur qui éclipsait sa colère. La femme qu'il avait traitée comme de la saleté semblait soudainement un monstre terrifiant. Le livret. Je dois trouver l'original. Marc plongea dans la chambre de sa mère avec des yeux injectés de sang. Il arracha les tiroirs de la commode, éparpillant les vêtements sur le sol. Vieille boîte au fond du placard, sous le lit, entre les étagères. Il démolit la maison comme un cambrioleur désespéré. Mais peu importe à quel point il cherchait, le livret vintage était introuvable. La carte de sécurité sociale, l'acte de propriété de la maison, tout avait disparu. 1 heure plus tard, au milieu de la pièce saccagée, Marc s'effondra sur le sol, haletant lourdement, couvert de sueur et de poussière. Ses yeux étaient creux et flous. Sa femme avait tout calculé et tout pris. Juste à ce moment-là, son smartphone, posé sur le sol, sonna. L'écran affichait le nom de Chloé. Marc se précipita vers le téléphone comme s'il était tiré par un fil invisible. « Allô, Chloé. Qu'est-ce qui ne va pas ? Tu prends une éternité. Ta femme est-elle en colère ? » La voix insouciante et douce de sa maîtresse sonnait maintenant d'une manière atrocement grinçante aux oreilles de Marc. « Chloé, nous avons un problème. » La voix de Marc était rauque et pleine de panique. « Un problème ? Ne me dis pas que tu n'as pas eu l'héritage de ta mère, idiot. Baisse la voix. Oublie l'héritage. Hélène a pris la preuve de la chose que j'ai faite dans le passé. » Il entendit Chloé halter au téléphone. Chloé avait vaguement connaissance de la fraude d'entreprise passée de Marc. C'est exactement pourquoi elle réalisa que sa panique était mortellement sérieuse. « Attends une seconde. Ça veut dire que tu vas te faire arrêter ? » La douceur disparut instantanément de sa voix. « Je ne vais pas me faire arrêter. Je vais arranger ça. J'appelle une réunion de famille demain. » Marc regarda le plafond de la pièce saccagée avec des yeux injectés de sang. « Une réunion de famille, n'est-ce pas ? Hélène a coupé le contact avec moi, mais elle doit bien finir par contacter quelqu'un de la famille. Elle est trop consciencieuse pour ne pas le faire. Je vais manipuler mes oncles pour la convoquer. Ensuite, devant tout le monde, je la coincerai et la forcerai à remettre le livret. » Le processus de pensée de Marc était infiniment égocentrique et superficiel. Il croyait vraiment que s'il acculait sa femme psychologiquement, elle se soumettrait immédiatement.
Il n'avait pas encore réalisé qu'elle n'était plus la femme qui endurait simplement les abus. Quoi qu'il en soit, ne me contacte pas avant un moment. J'obtiendrai cet argent quoi qu'il arrive. Marc raccrocha unilatéralement. Dans la pièce sombre, Marc serra les dents. Je ne la laisserai pas s'en tirer comme ça. Ne me sous-estime pas. Il n'y avait pas d'excuse envers sa femme ni de deuil pour sa mère dans son cœur. Seulement un instinct obsessionnel de conservation et un attachement désespéré à l'argent. Le lendemain matin, je buvais du thé chaud dans la tranquille chambre de motel. Aucun proche ne m'avait contacté depuis hier. Marc leur cachait-il toujours mon départ, ou m'avait-il complètement rayé de leur vie? Quoi qu'il en soit, cela n'avait plus d'importance pour moi. J'avais un rendez-vous pour élaborer une stratégie avec Maître Dupont aujourd'hui. J'ai demandé à la réception d'appeler un taxi et je me suis dirigé vers son bureau. Quand je suis entré, Maître Dupont m'a accueilli avec son sourire calme habituel. Bonjour, Hélène. Avez-vous pu dormir? Oui, merci. Étonnamment bien. J'ai souri légèrement et j'ai sorti un document de mon sac. C'était quelque chose que j'avais secrètement préparé ces derniers jours. Maître Dupont. Il devrait avoir vu les documents que j'ai laissés à la maison. Il agira bientôt. J'ai placé le document sur le bureau. Maître Dupont l'a examiné et a fait un petit signe de tête. Je vois. Marc paniquera sans doute et essaiera d'impliquer la famille élargie. Pour cacher sa propre fraude, il tentera de vous faire passer pour une voleuse qui s'est enfuie avec la succession. Non, c'est exactement pourquoi je vais leur tendre un piège. À mes mots, Maître Dupont eut l'air légèrement surpris, ses yeux s'écarquillant. J'ai abandonné le visage de l'épouse endurante de 20 ans et j'ai souri tranquillement mais froidement. Les préparatifs pour pousser mon mari du précipice exactement quand il se sentirait le plus triomphant étaient complètement en place. Le jour après son retour en ville depuis l'île tropicale, Chloé rongeait nerveusement ses ongles sur le canapé de son appartement. L'atmosphère douce des vacances avait été complètement oblitérée par l'appel téléphonique de Marc. Hélène a pris la preuve de la chose que j'ai faite dans le passé. La voix stridente de Marc était collée à ses tympans. Chloé n'avait fréquenté Marc que parce qu'il était sur la bonne voie dans sa carrière et dépensait généreusement. Et surtout, parce qu'elle avait entendu parler d'un héritage massif de sa mère mourante qui allait arriver bientôt. Mais si Marc était démasqué pour détournement de fonds, tout changeait. Oubliez l'héritage. S'il était arrêté, il serait enterré sous des poursuites civiles et des restitutions. Tu te moques de moi. Je ne coulerai pas avec un navire en perdition. Chloé claqua sa langue et utilisa agressivement son smartphone. Sans hésitation, elle supprima tout l'historique des messages doux avec Marc. Ensuite, elle sortit la carte de crédit que Marc lui avait laissé libre d'utiliser. Je dois acheter tout ce que je peux pendant que ça marche encore. Elle ouvrit un site web de marque de luxe, ajouta une montre de 5000 € à son panier et valida la commande avec confiance. Cependant, un message d'erreur rouge apparut à l'écran. Cette carte est actuellement indisponible. Les yeux de Chloé s'écarquillèrent. Sentant le danger, Marc avait immédiatement annulé ou gelé toutes ses cartes de crédit. Ce salaud égoïste ne se soucie que de sauver sa propre peau. Chloé jeta son smartphone sur le canapé. Dans son esprit, un homme nommé Marc perdit toute valeur et s'écrasa au sol. Elle commença immédiatement les préparatifs pour fuir le navire en perdition. À peu près au même moment, je buvais tranquillement du thé au cabinet de Maître Dupont. Hélène, puis-je vous demander une chose, maître? Maître Dupont me regarda avec une expression légèrement perplexe. Vous avez remarqué l'aventure de Marc il y a quelques mois, n'est-ce pas? Pourquoi ne l'avez-vous pas confronté immédiatement? J'ai doucement enveloppé mes deux mains autour de ma tasse de thé. La chaleur s'est infiltrée dans mes paumes froides. Si j'avais fait une scène, il s'en serait pris à Marguerite. J'ai répondu d'une voix calme. Mon mari était le genre d'homme qui élèverait immédiatement la voix si les choses ne se passaient pas comme il le voulait. Si je l'avais confronté à propos de l'aventure, il se serait posé en victime, criant que je l'ignorais parce que je ne me souciais que de la maison. Et pire encore, il aurait pu littéralement jeter Marguerite dehors et la forcer à aller dans un établissement de soins infirmiers horrible.
Marguerite ne pouvait pas parler, mais elle comprenait tout parfaitement. Elle savait qu'elle ne vivrait pas longtemps si elle était placée dans un établissement. J'ai fixé la tasse de thé et j'ai continué. Je voulais protéger les derniers jours de Marguerite dans cette maison afin qu'elle puisse s'éteindre paisiblement. Pendant qu'il jouait avec sa maîtresse, j'ai pu rester aux côtés de Marguerite et lui tenir la main. Cela seul a donné suffisamment de sens à mon silence. Maître Dupont hocha profondément la tête. Maintenant, je comprends parfaitement pourquoi Marguerite vous a laissé toute sa succession. Vous étiez vraiment la vraie fille que Marguerite n'a jamais eue. Ces mots m'ont presque fait pleurer, mais j'ai retenu mes larmes. J'avais décidé que je ne pleurerais que quand tout serait fini, et que j'irais me recueillir sur la tombe de Marguerite. Juste à ce moment-là, le téléphone du cabinet sonna bruyamment. La réceptionniste répondit, l'air légèrement troublé, et regarda Maître Dupont. « Monsieur, c'est un appel d'un homme nommé Richard, l'oncle de Marc. Il exige de parler à Hélène, et il est extrêmement agressif. » J'ai échangé un regard avec Maître Dupont. Mon mari avait fait son mouvement. Tout comme je l'avais prédit, ayant perdu tous les moyens de me contacter directement, il avait mobilisé les proches pour faire pression. Maître Dupont décrocha le combiné et activa le haut-parleur. « Et, Hélène est là, n'est-ce pas ? Passez-la moi. » La voix tonitruante de l'oncle Richard, qui m'avait crié dessus aux funérailles, résonna dans le haut-parleur. « Je suis Maître Dupont, son représentant. Je peux vous aider dans vos affaires. Je me fiche que vous soyez un avocat ou le pape. Cette femme a volé le livret et la carte de sécurité sociale de Marguerite et s'est enfuie pendant que Marc était absent. » J'ai laissé échapper un soupir silencieux. Marc avait menti à ses proches, affirmant que j'étais une voleuse qui avait volé l'héritage. Cachant entièrement son aventure et sa fraude d'entreprise, il m'avait fait passer pour la méchante. Marc est un épave en ce moment. Il pleure la mort de sa mère. Et en plus de ça, sa propre femme le dépouille. Les mots de Richard m'ont presque fait éclater de rire froid. Pleurant sa mère décédée. Comment osait-il proférer un mensonge aussi éhonté ? Nous nous réunissons à la maison demain à midi pour discuter de la succession, cria Richard agressivement. Marc et moi serons là. Dites à Hélène qu'elle ferait mieux de se montrer. Si elle remet les dossiers financiers et signe le règlement, Marc ne portera pas plainte pour vol. Dites-lui d'être reconnaissante. Lorsque Maître Dupont tenta de riposter, je levai silencieusement une main pour l'arrêter. Je me penchai vers le haut-parleur et parlai clairement. Oncle Richard, c'est moi. Il y eut une légère pause à l'autre bout, comme si Richard s'était étouffé avec ces mots. Demain midi, c'est ça ? Compris. Je serai absolument là. Elle a réalisé qu'elle ne peut pas fuir, hein ? Tu ferais mieux d'apporter ce livret. Richard cracha les mots et raccrocha violemment le téléphone. La tonalité stérile résonna dans le bureau. Je me suis assise profondément dans ma chaise et j'ai baissé la tête vers Maître Dupont. Maître Dupont, pourrais-je vous demander de m'accompagner demain ? Bien sûr. Marc a l'intention d'utiliser le nombre de membres de la famille pour vous écraser et vous soumettre, mais ils font une erreur de calcul massive. Oui, ils pensent probablement que je tremble et pleure seule. J'ai sorti une photocopie de la requête en divorce verte de mon sac à main, ainsi qu'un petit objet noir. C'était un micro-enregistreur que j'avais caché dans la chambre de Marguerite. Il contenait clairement un enregistrement audio de Marc saccageant la chambre et criant « J'en ai besoin pour la trésorerie de ma société ». Une réunion de famille fonctionnant comme un procès de sorcière. Ils avaient l'intention de me laisser tomber, de me dépouiller du livret et de me jeter à la rue sans rien. Marc prévoyait probablement de se cacher derrière ses proches et de se moquer de moi à distance. Cependant, dans sa panique, Marc avait commis une erreur fatale. Il pensait avoir les proches de son côté. Mais comment réagirait-il lorsqu'ils apprendraient le mensonge de 20 ans qu'il cachait ? J'ai tracé silencieusement la copie du livret du bout du doigt. Caché dans ce livret vintage se trouvait un autre secret qui ferait fuir le sang non seulement du visage de Marc, mais aussi de ceux des proches. Pensant au moment exact où leur arrogance superficielle s'effondrerait dans le salon demain midi, même le moindre tremblement disparut entièrement de mes mains. Le lendemain midi, accompagné de Maître Dupont,
j'arrivai à la maison d'enfance où les proches de Marc étaient réunis. L'odeur distinctive d'une vieille maison mêlée à de faibles bougies commémoratives me frappa au nez. Dans le salon, il n'y avait pas de réunion de famille, juste les deux hommes qui avaient le plus à perdre. L'oncle Richard se tenait agressivement près de la cheminée, agissant comme le muscle de Marc. Marc était assis à la table à manger, affichant un visage méticuleusement fabriqué d'un épuisement total. Lorsque nous sommes entrés dans la pièce, les regards froids des proches m'ont transpercé d'un coup. Personne n'a offert de salutation. L'atmosphère était lourde et glaciale, comme si un criminel venait d'être traîné. Sans ciller, je m'assis près de la porte avec Maître Dupont. Je redressai le dos et posai tranquillement mes mains sur mes genoux. Mes mains ne tremblaient plus du tout. Tu es vraiment venue au lieu de t'enfuir, Hélène. Le premier à briser le silence fut l'oncle Richard. Il me regarda d'un air sombre et parla d'une voix forte et intimidante. Marc nous a tout dit. Pendant que nous pleurions la mort de Marguerite, tu as forcé le coffre-fort et volé son livret et ses documents importants. N'as-tu pas honte de te dire un être humain, encore moins une femme? Prenant le relais, tante Suzanne laissa échapper un soupir exagéré. Vraiment incroyable. Marc parcourt le pays, se tue au travail, et toi, tu te faufiles comme une voleuse ordinaire derrière son dos. Marguerite doit se retourner dans sa tombe. Je scannais silencieusement les visages des proches un par un. Je pouvais parfaitement voir combien de mensonges opportuns mon mari leur avait raconté à propos de son deuil et de son travail acharné. Marc trompait sa propre famille, me transformant en une méchante unilatérale pour cacher ses crimes. Marc baissa théâtralement les yeux et parla. Hélène, je suis si incroyablement choquée par le décès de ma mère. Je ne veux pas croire que tu es le genre de personne qui ferait quelque chose d'aussi horrible. Sa voix, dégoulinante de victimisation, me donna de véritables nausées. L'homme qui buvait de la bière sur une île tropicale avec sa maîtresse pendant que sa mère mourait. Comment osait-il parler de chagrin? Rends-le, Hélène. C'est l'héritage crucial de notre famille. Ce n'est pas quelque chose qu'une étrangère comme toi peut simplement emporter. Marc me regarda de haut, le déclarant froidement. Dans ses yeux, je pouvais voir la ferme conviction. Tu ne peux jamais me défier. Il croyait qu'en rassemblant la famille comme une armée, je fondrais en larmes et remettrais docilement le livret. Nous savons que tu as pris les documents financiers, Hélène. Richard aboya, claquant sa main sur la cheminée. Cela appartient à la succession, pas à toi. Marc fit glisser un dossier sur la table vers moi. Rends les documents, Hélène. En échange, je serai généreux. Signe cet accord de règlement et les papiers de divorce. Tu acceptes de partir sans pension alimentaire, et je n'appellerai pas la police pour vol qualifié. Y était joint un accord de renonciation rédigé égoïstement stipulant que je renoncerais à tous mes droits à la pension alimentaire et aux biens matrimoniaux. Ils étaient entièrement convaincus d'avoir déjà gagné. Me dépouiller, me jeter dehors et assurer les 500 000 € d'héritage pour Marc. Tel était le seul but de ce procès de sorcière. Cependant, en regardant la requête en divorce, mon expression ne changea pas le moins du monde. Je pris une respiration tranquille et regardai Richard droit dans les yeux. Je refuse. À ma réponse courte et limpide, l'air dans la pièce se figea instantanément. Le visage de Richard devint rouge de rage. Que as-tu dit? Tu penses qu'une voleuse comme toi a le droit de parler? Marc se leva aussi et me cria dessus, et, Hélène, si c'est comme ça que tu veux jouer, j'appelle la police tout de suite. Tu veux aller en prison fédérale pour vol qualifié? À ce moment-là, Maître Dupont, assis à côté de moi, parla doucement. Vous êtes libre d'appeler la police. Cependant, vous ne pouvez pas la poursuivre pour vol. Les comptes de Madame Dubois ont déjà été gelés. Et plus important encore, Hélène est la seule bénéficiaire légale. La voix calme de Maître Dupont arrêta Marc net. Bénéficiaire? De quel genre de bêtises parlez-vous? Je suis l'aîné. L'héritage de maman m'appartient entièrement. Évidemment, Marc cria, crachant en parlant. L'expression de Maître Dupont ne changea pas. Il sortit une épaisse enveloppe de sa mallette. De son vivant, Marguerite a rédigé un testament authentifié.
Elle a explicitement légué l'intégralité de sa succession à Hélène, qui a consacré sa vie à ses soins. En d'autres termes, Mark, vous n'avez absolument aucun droit légal de recevoir un seul centime de ses biens. Quoi? Un bruit stupéfait s'échappa de la bouche de Mark. Richard et Suzanne fixèrent Maître Dupont, incrédules. C'est un faux. Elle l'a forgé. Je sais qu'elle l'a fait. Mark cria, le visage écarlate, mais sa voix tremblait légèrement. Un testament rédigé et authentifié officiellement à une autorité juridique absolue. Son calcul qu'il hériterait de tout s'effondra avec un grand bruit à ce moment précis. En tant qu'avocat, je peux facilement prouver l'authenticité du testament. Lorsque Maître Dupont déclara cela froidement, les proches éclatèrent en protestation. Mark, qu'est-ce que cela signifie? Ce n'est pas ce que tu nous as dit. Richard interrogea désespérément Mark. Transpirant abondamment, Mark répliqua en criant, ne l'écoutez pas. L'avocat est complice de l'arnaque. Il n'avait toujours que de l'argent en tête. Complètement inconscient que je n'avais pas encore utilisé l'arme qui les détruirait vraiment. J'ai posé mes mains tranquillement sur la table et j'ai regardé Mark directement. Mark, j'ai les reçus et les enregistrements audio joyeux de quand vous étiez à l'hôtel à Saint-Gilles avec votre maîtresse, Chloé. Devrais-je les faire écouter aux proches ici même? Au moment où cette phrase tomba dans la pièce, tout le sang disparut du visage de Mark. Mark me regarda comme s'il venait de voir un fantôme, perdit ses mots et s'effondra sur sa chaise. Tante Suzanne laissa échapper un cri aigu. Maîtresse à la réunion? Qu'est-ce qu'elle veut dire, Mark? J'ouvris mon sac et en sortis une photocopie en noir et blanc. C'était la copie du livret vintage qui avait terrifié Mark dans la maison sombre hier. Je ne la plaçai pas devant Mark. Je la plaçai doucement devant l'oncle Richard au bout de la table. Oncle Richard, avant de me traiter de voleuse, veuillez jeter un coup d'œil à ces enregistrements. Fronçant les sourcils d'irritation, Richard ramassa le papier. Qu'est-ce que cette absurdité? C'est juste une copie d'un vieux livret. Veuillez prêter une attention particulière aux dates et au nom du déposant. Interpellé par ma voix froide, Richard mit ses lunettes de lecture et examina le document. Des dates d'il y a 20 ans et clairement imprimées à côté d'elles le nom de construction de l'horizon. Au moment où il le vit, les mains de Richard commencèrent à trembler violemment. Pourquoi est-ce? Le visage de Richard prit la couleur des cendres. Son attitude dominatrice d'il y a quelques instants avait entièrement disparu. Il ouvrait et fermait la bouche comme un poisson hors de l'eau, comme s'il avait oublié comment respirer. Construction de l'horizon. C'était l'entreprise de sous-traitance que Richard possédait il y a 20 ans, en échange de quoi Mark lui fournissait de lucratifs contrats d'entreprise. Richard avait continuellement versé des pots de vin illégaux à Mark pendant plusieurs années. Ils utilisaient le compte de Marguerite comme bouclier. Les personnes même qui essayaient de me juger lors de cette réunion de famille étaient les plus grands criminels de la pièce. Le sale secret que Mark et Richard avaient gardé enterré pendant des décennies était maintenant exposé au grand jour devant toute la famille. L'air dans la pièce passa instantanément de la colère à une terreur et une confusion abyssale. Personne ne put prononcer un mot. Un silence pesant les écrasa. Sans changer de posture, je fixai tranquillement leur visage, qui était maintenant teinté de désespoir. Le silence tomba lourdement et froidement sur la pièce. Les mains de l'oncle Richard continuaient de trembler convulsivement. La copie en noir et blanc qu'il tenait produisait un léger froissement sec. Quoi? Qu'est-ce que c'est, Richard? Qu'est-ce qui est écrit là? Tante Suzanne, déconcertée, essaya de jeter un coup d'œil à ses mains. Instantanément, Richard arracha le papier à sa poitrine comme un homme possédé et le froissa en boule. Rien. C'est absurde. C'est une contrefaçon absolue faite par cette femme. Il cria fort, mais sa voix était complètement brisée. Une sueur grasse perlait sur le front de Richard. Ses yeux furetaient, sa respiration était superficielle. Il était évident pour tout le monde qu'il paniquait au-delà de la raison. Les proches qui m'avaient traité agressivement comme une voleuse un instant auparavant changèrent complètement d'expression. L'atmosphère dominatrice se transforma en quelque chose de profondément dérangeant. Il n'était pas stupide.
En voyant la panique anormale de Richard, ils réalisèrent que quelque chose d'incroyablement accablant était écrit sur ce papier. Mon mari Marc restait affalé sur sa chaise, incapable de prononcer une seule syllabe. Écrasé par le poids de la réalité que je détenais la preuve de sa fraude à vie. Son visage était pâle, ses lèvres devenant violettes. Je redressai le dos tranquillement et parlai à Richard, qui serrait le papier froissé. Ce n'est pas une contrefaçon. Le livret original est solidement enfermé dans un coffre-fort au cabinet de Maître Dupont. Il est prêt à être soumis à un audit médico-légal ou au FBI à tout moment. Ma voix était étonnamment froide et claire, même pour moi-même. Une voix dépourvue de colère ou de chagrin, se contentant d'énoncer des faits. Pendant plusieurs années, à partir d'il y a 2 décennies, d'énormes sommes ont été régulièrement transférées de Construction de l'Horizon vers le compte personnel de Marguerite. Oncle Richard, vous étiez le propriétaire de Construction de l'Horizon à cette époque. N'est-ce pas? J'ai entendu les proches dans la pièce halter. Construction de l'Horizon est un sous-traitant d'ingénierie du sommet où travaille Marc. Et Marc était le responsable des achats avec l'autorité d'attribuer ses contrats. Marc prenait des pots de vin en échange d'accorder des faveurs à votre entreprise. Il cachait l'argent non pas sur son propre compte, mais sur celui de sa mère alitée. Me trompais-je? Non, je ne sais rien. Marc cria soudain à plein poumon. C'est vrai. Maman a fait ça toute seule. Maman s'est associée à Richard pour détourner les fonds de l'entreprise. Je n'en savais rien. Au moment où ces mots résonnèrent dans la pièce, l'atmosphère passa entièrement de la terreur au dégoût le plus total. Pour sauver sa propre peau, Marc venait d'essayer d'imputer des crimes fédéraux à sa mère biologique, dont il venait de célébrer les funérailles. Marc, as-tu sérieusement l'intention d'accuser ta propre mère? Tante Suzanne le regarda d'un air incrédule. Les autres proches commencèrent également à s'éloigner de Marc, le regardant comme s'il était un tas d'ordures. Quelques minutes auparavant, il l'avait défendu, disant qu'il travaillait dur et qu'il était en deuil. Plus maintenant. Témoin de sa dépravation et de son égoïsme sans fond, le soi-disant lien familial s'évapora en un instant. J'ai simplement regardé la grotesque démonstration de Marc sans la moindre émotion. C'était le vrai visage de l'homme que j'avais servi pendant 20 ans. Je n'ai même pas ressenti de colère, seulement une profonde pitié. Juste à ce moment-là, Maître Dupont vérifia discrètement sa montre. Il semble que notre invité soit arrivé à l'heure. Juste après que Maître Dupont eut parlé, la lourde porte d'entrée de la maison s'ouvrit bruyamment. Bonjour, Maître Dupont est-il là? Une voix d'homme calme mais imposante et profonde résonna du couloir. Les proches tournèrent tous la tête vers le couloir, confus. Des pas s'approchèrent et la porte du salon s'ouvrit. Là se tenait un homme plus âgé en costume sombre sur mesure. Il avait des yeux perçants et impitoyables et une expression sévère et impeccable, un étranger complet qu'aucun des proches ne reconnaissait. Cependant, la seconde où Marc vit le visage de l'homme, il laissa échapper un bref cri, couvrit son visage de ses 2 mains et s'effondra sur le sol. Monsieur Leclerc, la voix tremblante de Marc, lourde de désespoir, résonna dans la pièce. L'homme appelé Leclerc était le directeur de la conformité chez Ingénierie du Sommet. Le patron d'entreprise strict de Marc. Monsieur Leclerc entra dans la pièce et s'inclina profondément devant Maître Dupont. Maître Dupont, merci de m'avoir contacté aujourd'hui. Je m'excuse d'être venu jusqu'ici. Je pensais qu'il serait plus rapide pour le service de la conformité d'entendre cela directement. Monsieur Leclerc hocha la tête, puis lança un regard impitoyable à Marc, qui rampait sur le sol. Marc, hier, Maître Dupont a envoyé une photocopie très intéressante à mon bureau. Une copie d'un livret montrant un flux d'argent très opaque entre vous et un ancien sous-traitant. Les épaules de Marc tressaillirent violemment. Les proches étaient complètement figés. L'ultime honte familiale avait été entièrement exposée à la haute direction de l'entreprise de Marc. Terrorisé d'être impliqué, tout le monde retint son souffle et regarda le sol. Monsieur Leclerc continua d'un ton calme qui ne laissait aucune échappatoire. Le délai de prescription pour les crimes d'il y a 20 ans est peut-être expiré. Cependant, notre entreprise a une politique de tolérance zéro en matière de conformité. Même si la fraude est passée,
une fois les faits vérifiés, le licenciement pour faute grave est inévitable. Naturellement, votre pension et votre indemnité de licenciement seront complètement annulées. Pas d'indemnité, licencié pour faute grave. Ces mots signifiaient la fin absolue de la vie de Marc. L'homme arrogant qui avait prévu de rire avec sa maîtresse à la réunion et de créer une entreprise avec un héritage de 500 000 € vit son avenir complètement anéanti en quelques minutes. Et il semble que la fraude ne s'arrête pas là. Monsieur Leclerc plissa les yeux. Nous avons déjà enquêté sur le fait que vous avez déposé des notes de frais en affirmant être en voyage d'affaires à Lyon cette semaine alors que vous étiez en fait en vacances à La Réunion en utilisant des fonds de l'entreprise pour un voyage personnel. Il s'agit d'un détournement de fonds flagrant. En entendant cela, tante Suzanne halta. La Réunion ? Le mensonge que Marc avait raconté à la famille à propos de ses voyages à travers le pays pour le travail était complètement détruit ici. Richard, terrifié que ses propres crimes soient poursuivis, tenta de se lever sur des jambes tremblantes. « Je pars. Je n'ai rien à voir avec ça, mais monsieur Leclerc perça Richard de ses yeux glacials. L'ancien propriétaire de construction de l'Horizon, n'est-ce pas? Vous aurez bientôt des nouvelles de nos avocats d'entreprise. Ne pensez pas que vous pouvez vous enfuir. » Richard s'effondra sur le sol, se tenant la tête et laissant échapper un gémissement sourd. J'ai regardé tranquillement les hommes s'effondrer. C'était la forme de vengeance que Marguerite m'avait confiée. De son vivant, Marguerite avait tout avoué à Maître Dupont, lui demandant d'envoyer les preuves directement à l'entreprise si quelque chose lui arrivait, afin de mettre fin à la vie du fils qu'elle aimait de ses propres mains. Comme cette décision a dû être déchirante et agonisante. En pensant au profond désespoir de Marguerite, ma poitrine se serra douloureusement. Marc n'arrêtait pas de secouer frénétiquement la tête, ses yeux flous. Non, pas moi. Je vais rembourser l'argent. S'il vous plaît, laissez-moi partir. Personne n'écouta un mot de ce qu'il disait. Le piège appelé réunion de famille s'était transformé en une prison, les enfermant pour toujours. Cependant, Maître Dupont n'avait pas encore fermé sa mallette. Monsieur Leclerc, merci de nous avoir rejoints. Je laisse les affaires de Marc à votre charge. Maître Dupont parcourut la pièce du regard. Puis, il sortit lentement une vieille enveloppe de son sac. Maintenant, passons à la dernière question concernant Marc et Hélène en tant que famille. Cette enveloppe contient une autre vérité que Marguerite a laissée juste avant de mourir. Marc tressaillit, fixant l'enveloppe de ses yeux injectés de sang. Les véritables derniers mots de Marguerite, dont même moi je ne connaissais pas le contenu. La pièce fut envahie d'une tension encore plus épaisse alors que tout le monde attendait les mots suivants. La vieille enveloppe sortit du sac de Maître Dupont. Elle avait été soigneusement conservée pendant des années, ses bords légèrement jaunis, portant le léger parfum d'une bougie commémorative. Marguerite m'a demandé de l'ouvrir seulement si Marc ne montrait absolument aucun remords. À la toute fin, Maître Dupont plaça l'enveloppe au centre de la table. Mais avant d'ouvrir ceci, Hélène, laissons tout le monde écouter l'audio que vous avez mentionné plus tôt. J'ai hoché la tête tranquillement, sortant mon smartphone de mon sac. J'ai actionné l'écran et j'ai lu le message vocal enregistré. Dans le silence lourd, le bip électronique parut petit. Oui, c'est moi. Arrête de m'appeler sans cesse. Je suis débordée par une crise au travail. La voix irritée de mon mari sortit du petit haut-parleur. Les proches froncèrent immédiatement les sourcils. En arrière-plan de cet audio, le son agréable des vagues et des glaçons tintait clairement dans un verre. Le mensonge de Marc concernant une crise professionnelle s'effondra instantanément à ce seul son. Puis vint le coup fatal. Marc, dépêche-toi. Allons à la plage. As-tu découvert où la vieille dame garde ses comptes bancaires? La voix dégoûtante, douce et insensible d'une jeune femme. J'ai senti l'air dans la pièce se figer. Tante Suzanne, qui avait défendu Marc plus tôt, était assise bouche bée, incrédule. Idiot. Baisse la voix. C'est bon. Hélène est complètement ignorante. Je vais fouiller la maison de fond en comble et les trouver dès que je reviendrai. Sa voix pâteuse résonna et l'audio s'interrompit brusquement, ramenant la pièce au silence.
J'ai posé le téléphone face contre table et j'ai regardé les proches figés. C'est le vrai visage du chagrin de Marc enregistré pendant que Marguerite se refroidissait aux urgences. Ma voix calme mais glaciale résonna dans la pièce. Il a menti sur un voyage d'affaires pour prendre des vacances tropicales avec sa maîtresse. Et au moment même où sa mère biologique rendait son dernier souffle, la seule chose à laquelle il pensait, dont il riait, était de trouver son héritage et de le dépenser pour son jouet. Dégoûtant. Incroyable. Celle qui brisa le silence fut tante Suzanne. Elle fixa Marc sur le sol avec des yeux réservés à quelque chose de répugnant. Prétendre que tu souffrais au travail. Prétendre que tu pleurais ta mère. Comment as-tu pu nous raconter de si sales mensonges en face? N'as-tu pas de cœur humain? Un barrage d'insultes commença à pleuvoir sur Marc de la part des autres proches. Sauter les funérailles de ta propre mère pour voyager avec une maîtresse. Tu nous as menti aussi. N'as-tu pas honte? Marguerite ne reposera jamais en paix. Les proches qui s'étaient unis pour m'attaquer comme une voleuse il y a quelques instants se retournèrent entièrement et devinrent une foule crucifiant Marc. En fin de compte, ils ne se souciaient que des apparences et de leurs propres intérêts. Il n'y avait absolument aucune raison pour eux de prendre le parti d'un homme dont la fraude était exposée et qui était exilé de son entreprise. Marc fut plongé dans une panique absolue par les flèches froides de la condamnation venant de toutes parts. Non, non, elle m'a invité. Je ne voulais même pas y aller. Il accumula des excuses pathétiques, cherchant désespérément de l'aide, mais personne ne le regardait dans les yeux. Regardant son état misérable, Monsieur Leclerc laissa échapper un profond soupir. Irrécupérable de trahir non seulement les fonds de l'entreprise, mais aussi les cœurs de votre propre famille. Je m'en vais. Monsieur Leclerc se leva, jetant un regard de glace à Marc. Marc, l'avis de licenciement formel arrivera des RH demain. Vous ne recevrez pas un seul centime d'indemnité. Préparez-vous à vider votre bureau, monsieur. Monsieur Leclerc quitta la pièce avec ces derniers mots froids. Le lourd bruit sourd de la porte d'entrée se refermant signala la fin absolue de la vie professionnelle de Marc. Ayant tout perdu sans nulle part où fuir, Marc se mit soudain à rire comme une machine cassée. Bien, virez-moi. Je coupe les ponts avec vous, proche sans cœur de toute façon. Il se leva et braqua ses yeux injectés de sang et inquiétants sur moi. Hélène, dépêche-toi de soumettre ces papiers de divorce et sors d'ici. J'ai toujours Chloé. Elle est jeune et belle. Je n'ai de toute façon pas besoin d'une femme inutile comme toi. Je vais commencer une nouvelle vie avec elle. C'était le tout dernier fragment de sa fierté. Un fil fragile auquel il s'accrochait désespérément. Même s'il était viré et abandonné par sa famille, il croyait que la jeune femme qu'il aimait resterait à ses côtés. Cette illusion était la seule chose qui le maintenait debout. Cependant, je le regardais sans la moindre trace de pitié. Recommencer? Avec quel argent exactement? À ma question silencieuse, le rire maniaque de Marc s'arrêta brusquement. Chloé était avec toi parce que tu étais sur la bonne voie en entreprise et que tu dépensais généreusement, n'est-ce pas? Et surtout, parce qu'elle croyait que tu allais hériter de l'énorme succession de Marguerite. Je sortis un dernier document de mon sac. C'était une copie d'une lettre de mise en demeure légale rédigée par le cabinet de Maître Dupont, rendant Chloé civilement responsable des biens matrimoniaux détournés dépensés pour elle. J'avais fait envoyer cet avis par Maître Dupont à l'appartement de Chloé ce matin. Alors que je parlais, Maître Dupont prit la relève avec douceur. Nous avons reçu un appel téléphonique hystérique de Chloé à mon cabinet il y a un court instant. Quand je l'ai informée que Marc était licencié pour faute grave, ne recevant aucun héritage et complètement ruinée, elle s'est retournée contre vous avec une rapidité spectaculaire. Le visage de Marc tressaillit violemment aux mots calmes de l'avocat. Elle a mis tout le blâme sur vous, Marc. Elle a affirmé que vous l'aviez trompée et utilisée. Nous avons clairement indiqué que nous poursuivrons les fonds dépensés pour elle, et elle a juré en larmes qu'elle ne s'associerait plus jamais avec vous. Menteuse. Chloé ne m'abandonnerait jamais. Marc sortit frénétiquement son smartphone de sa poche de costume d'une main tremblante. Il tapota désespérément l'écran et le porta à son oreille. Mais la seule chose qui résonna faiblement dans la pièce silencieuse fut la voix robotique qu'il craignait le plus.
Le numéro que vous essayez de joindre est déconnecté. Il était complètement bloqué. Même lorsqu'il ouvrit son application de messagerie, elle affichait sans merci, utilisateur introuvable. La maîtresse, réalisant qu'il n'était plus une vache à lait, l'avait parfaitement coupé et s'était enfuie. La nouvelle vie qu'il avait essayé de saisir en jetant tout par la fenêtre n'était rien de plus qu'un fragile château de sable. Le smartphone glissa de la main de Marc, heurtant le sol avec un bruit sourd. La dernière goutte de couleur s'échappa de son visage. L'homme arrogant et hyper confiant ressemblait maintenant à un ballon dégonflé, vieillissant horriblement en quelques secondes. Entreprise, argent, proches, héritage et maîtresse. Tout ce qu'il croyait arrogamment être son propre pouvoir s'était complètement effondré en quelques dizaines de minutes. Pourquoi ? Pourquoi ça m'arrive à moi ? Marc marmonna comme un homme délirant, s'effondrant sur les genoux et s'affaissant sur le sol. Je le regardais de haut et parlais froidement et clairement. Parce que tu as abandonné Marguerite, qui t'aimait, et parce que tu as ricané de mes 20 ans de dévouement, en les qualifiant de corvées. Marc ne put riposter par un seul mot. Il se couvrit le visage de mains tremblantes, laissant échapper de petits gémissements étouffés. Un silence lourd et suffocant s'empara de la pièce. Les proches, témoins d'une destruction si totale, ne purent bouger un muscle. Briser le silence. Maître Dupont tendit lentement la main vers la vieille enveloppe au centre de la table. Maintenant que Marc a payé le prix de sa pure folie, je crois que vous comprendrez le véritable sens de pourquoi Marguerite a laissé cette enveloppe. Au mot de Maître Dupont, les épaules de Marc tressaillirent et il leva lentement ses yeux creux. Je fixai également tranquillement l'enveloppe, la dernière chose que Marguerite m'avait confiée et les derniers mots qu'elle avait désespérément besoin de transmettre à son fils pécheur. Tous les regards étant entièrement concentrés sur lui, Maître Dupont utilisa un ouvre-lettre pour briser silencieusement le sceau. Ce qui apparut fut un morceau de papier à en-tête vieilli et quelque chose de complètement inattendu. Une minuscule liasse de tissu. Au moment où je la vis, j'haletai doucement. Quant à Marc, les larmes lui inondèrent les yeux comme si un barrage avait cédé. Le rideau final était sur le point de tomber sur la vérité. Maître Dupont sortit la lettre fanée. Puis, du fond de l'enveloppe, il récupéra le petit objet. C'était un petit morceau de tissu bleu ciel vieilli, soigneusement plié. Il était incroyablement petit, légèrement effiloché sur les bords. En y regardant de plus près, c'était une petite moufle de bébé tricotée. Au moment où Marc la vit, il s'étouffa. Ses yeux injectés de sang étaient collés à la moufle bleue. C'est la moufle que Marguerite a tricotée pour vous à votre naissance. La voix calme de Maître Dupont résonna dans la pièce. Marguerite la gardait avec elle chaque jour jusqu'à sa mort. La gorge de Marc se serra. Marc, plus tôt vous avez prétendu que votre mère avait accepté ces pots de vin d'elle-même, n'est-ce pas ? Maître Dupont lança un regard glacial à Marc. Vous avez affirmé que votre mère vous avait trahi et détourné des fonds de l'entreprise. Marc pâlit, ses yeux furetants. Oh oui, je n'ai rien fait de mal. Maman a tout orchestré. En entendant Marc s'accrocher encore désespérément à de si pathétiques excuses, je ressentis une fureur silencieuse, jusqu'où cet homme profanerait-il sa propre mère pour se sauver. Maître Dupont déplia la lettre et commença lentement à lire. Marc, si tu lis cette lettre, cela signifie que tu as tout perdu. Les mots dignes de Marguerite reprirent vie à travers la voix de l'avocat. Le jour où j'ai appris que tu commettais des fraudes dans ton entreprise, j'ai essayé de t'arrêter. J'ai pleuré et je t'ai supplié encore et encore de te rendre et de payer pour tes crimes. Les épaules de Marc tressaillirent. Les proches retinrent leur souffle, écoutant les derniers mots de la mère, mais tu as refusé de m'écouter. Au lieu de cela, tu m'as crié dessus et tu as pris mon livret de force. J'étais prisonnière d'un corps qui ne pouvait même pas marcher jusqu'au poste de police. J'étais une mère pathétique qui ne pouvait pas arrêter les crimes de son fils. Menteuse. Cette lettre est un complot. Marc cria, la salive volant de sa bouche. Maman me détestait. Elle a écrit ces mensonges pour me piéger. Tante Suzanne lui lança une voix froide. Tu dis encore ça ? Chaque proche ici sait exactement à quel point Marguerite t'adorait. Les yeux des proches ne regardaient plus Marc comme un être humain.
C'était un regard rempli de pur mépris, comme si on regardait un monstre hideux. Hélène l'a forgé. Il n'y a aucune preuve nulle part. Marc frappa son poing sur le sol, essayant désespérément de se justifier, mais je ne bronchais pas. Gardant le dos parfaitement droit, je le regardai droit dans les yeux. Nous avons des preuves. À ma courte réponse, Marc se figea complètement. Maître Dupont retourna doucement la moufle bleue. Caché à l'intérieur de la moufle se trouvait un minuscule objet noir. C'était un vieux micro-enregistreur, pas plus gros qu'un pouce. Marguerite avait anticipé que vous mentiriez et prétendriez qu'elle était sénile. Maître Dupont appuya doucement sur le bouton de lecture. Un souffle soudain de statique siffla dans la pièce. Écoute-moi. Laisse-moi utiliser ton compte. Si tu refuses, pas de dîner pour toi demain. Soudain, la voix violente et plus jeune de Marc rugit à travers l'audio. L'air dans la pièce se figea instantanément. Tu es mon parent. Essaies-tu de ruiner ma carrière? L'enregistreur capta le bruit violent de meubles qui étaient frappés. Si tu ne m'écoutes pas, je te jetterai dans la maison de retraite la moins chère et la plus délabrée que je puisse trouver. Puis la petite voix tremblante et sanglotante de Marguerite put être entendue. Marc, pourquoi fais-tu ces choses terribles? S'il te plaît, arrête. Tais-toi. Remets le livret et signe l'échec. Il y eut un bruit de quelque chose qui se brisait et l'enregistrement s'arrêta brusquement. Dans le silence qui revint dans la pièce, personne ne put parler. Même l'oncle Richard tremblait, pâle comme un drap. Marguerite a-t-elle tout mis en scène, demandai-je doucement, regardant Marc, qui était recroquevillé sur le sol. Marc ne put plus former un seul mot d'excuse. Il ouvrait et fermait la bouche, mais aucun son n'en sortait. Une sueur froide coulait de tout son corps, laissant des taches sombres sur le tapis. Marguerite se reprochait son corps paralysé. Je serrai fortement mes mains sur mes genoux et formulai lentement mes mots. Chaque fois que je me levais pour l'aider à aller aux toilettes au milieu de la nuit, Marguerite serrait cette moufle bleue. Et elle pleurait seule, réprimant sa voix, pleurant sur la façon dont le doux petit garçon qu'elle aimait tant était devenu ça. Mes mots pesèrent lourdement sur le dos de Marc. Pourtant, Marguerite ne pouvait toujours pas te livrer à la police parce qu'elle croyait qu'un jour tu réaliserais tes crimes et que tu recommencerais. Son amour de mère était précisément ce qui la maintenait dans une agonie perpétuelle. De grosses larmes coulèrent des yeux de Marc, mais ce n'étaient pas des larmes de repentir envers sa mère. C'étaient des larmes de désespoir que tous ses mensonges étaient exposés et que ses voies d'évasion étaient complètement coupées. Je voulais juste être reconnu dans l'entreprise, murmura Marc d'une voix frêle et défaillante. Cela ne te donne pas le droit de menacer ta propre mère, cracha Suzanne froidement. Et les proches se levèrent tous d'un coup. Nous partons. Je me sens mal rien qu'à respirer le même air que cet homme. Richard s'enfuit pratiquement vers la porte, l'ouvrant en grand. Les autres proches suivirent, sortant sans jeter un second regard à Marc. Personne n'éprouvait de sympathie pour lui. Les proches qui l'avaient autrefois gâté et élevé l'abandonnèrent de la manière la plus brutale possible. Quelques minutes plus tard, seul Maître Dupont, moi-même et Marc, effondrés sur le sol, restions dans le grand salon. La pièce était d'un silence oppressant. Marc gardait ses mains au sol, ses épaules tremblant faiblement. L'entreprise, les proches, la maîtresse, l'héritage, tout ce qu'il pensait avoir saisi de ses propres mains n'était qu'une illusion. Je me levai tranquillement. Le sol me parut agréablement frais sous mes chaussures. Marc. À ma voix froide, les épaules de Marc tressaillirent. Il leva lentement son visage, l'air 10 ans plus vieux. Les cernes sous ses yeux étaient profonds, ses lèvres gercées et sèches. Je sortis le document vert de mon sac, la requête en divorce que j'avais laissée sur la table de cette maison vide hier, le papier qu'il avait tourné en ridicule comme une menace pathétique. Je le plaçai tranquillement sur le sol juste devant lui. Puis je plaçai un stylo noir à côté. Le dernier souhait de Marguerite était que je reprenne ma vie. Je baissai les yeux dans ses yeux et parlai clairement. Ton rôle est terminé. Ne te montre plus jamais devant moi. Marc tendit une main tremblante et fixa la requête en divorce. Il n'avait plus l'option de refuser de la signer.
Dans la pièce silencieuse, le bruit sec d'un stylo grattant le papier commença à résonner à vide. Le grattement sec du stylo résonnait dans la pièce silencieuse. Le son semblait incroyablement creux, comme s'il s'envolait avec le vent. La main de Marc tremblait violemment, le stylo glissant plusieurs fois. Les lettres qu'il écrivait étaient fortement déformées, bien loin de son écriture autrefois confiante. Je le regardais simplement en silence. Pendant 20 ans, j'ai vécu ma vie en mesurant constamment les humeurs de cet homme, marchant sur des œufs, m'assurant de ne pas le fâcher, toujours en recul et m'accrochant à lui comme une ombre. Mais l'homme devant moi n'était plus quelqu'un à craindre. Je n'avais plus une goutte de colère ou de chagrin. Pour moi, cet homme, dont l'esprit était entièrement consumé par l'autopréservation, semblait simplement une créature terriblement petite et pathétique. Finalement, Marc signa la dernière ligne et laissa tomber le stylo sans force. Il claqua contre le sol. Maître Dupont tendit tranquillement la main et tira le document vers lui. D'un œil froid, il vérifia chaque ligne pour les erreurs. Tout est en ordre. Légalement, le mariage entre vous deux est complètement dissous. Les mots de Maître Dupont mirent un point final définitif à une peine de 20 ans. Marc garda la tête baissée et se couvrit le visage de ses deux mains. Hélène. Une voix rauque, incroyablement faible s'échappa de ses doigts. J'avais tort. S'il te plaît, pardonne-moi. C'était la toute première fois qu'il prononçait des mots d'excuse. La vieille moi aurait pu entendre ces mots et vaciller, mais la moi actuelle percevait parfaitement la vraie raison derrière eux. Tu ne t'excuses pas auprès de moi. À ma voix froide, Marc tressaillit. Tu es juste terrifié de tout perdre et d'être tout seul. Tu as été viré. Tu as perdu l'argent. Et ta famille t'a abandonné. C'est pourquoi tu essaies désespérément de t'accrocher à la personne que tu méprises le plus. Mes mots étaient comme des lames tranchantes, perçant avec précision ses points vitaux. Marc ne put relever la tête, ne laissant échapper qu'un petit gémissement. Maître Dupont commença à lui expliquer les dernières procédures légales. C'était une déclaration impitoyable de la réalité. Marc, demain vous serez officiellement licencié pour faute grave. Naturellement, vous ne recevrez aucune indemnité de licenciement et l'entreprise engagera de lourdes poursuites civiles contre vous pour les fonds détournés. De plus, vous devrez payer les frais de justice et les règlements me concernant. Le corps de Marc commença à trembler de manière incontrôlable. Concernant la succession de votre mère, bien que vous puissiez théoriquement tenter de contester un minimum légal, tout montant que vous recevriez serait instantanément saisi pour payer votre restitution à l'entreprise et mes règlements. Cela ne couvrirait même pas tout. Vous vous retrouverez avec une dette massive. Il n'y avait pas une once de sympathie dans la voix de Maître Dupont. Les 500 000 € sur lesquels Marc comptait ne le sauveraient pas. Ils étaient destinés à disparaître entièrement pour payer les crimes qu'il avait commis. Quoi? Qu'en est-il de la maison? Demanda Marc d'une voix affaiblie, la vieille maison d'enfance où il avait vécu avec sa mère. Pour moi, c'était un lieu de souvenir où je nettoyais quotidiennement et prenais soin de Marguerite. Il reste un solde hypothécaire de plusieurs dizaines de milliers d'euros sur cette maison, répondit Maître Dupont d'un ton monocorde. Au chômage et croulant sous les dettes. Il vous sera impossible de continuer à payer l'hypothèque. Finalement, la banque la saisira et la mettra aux enchères. La maison d'enfance que vous vouliez protéger en tant qu'aîné est partie. Au moment où il entendit ces mots, Marc sembla oublier comment respirer. Le statut d'aîné auquel il s'accrochait lui échappait des doigts. Je pris une inspiration silencieuse. J'avais laissé mon alliance sur la table de la salle à manger de cette maison. Marc leva faiblement le visage pour me regarder. Ses yeux étaient injectés de sang, son visage un désordre de larmes. C'est du platine. Tu peux le mettre en gage pour quelques centaines d'euros. Utilise-le pour t'acheter ton prochain repas. Je n'en ai certainement plus besoin. Il n'y avait pas un seul souvenir chaleureux que j'avais besoin de prendre de cette maison. Tu les as tous détruits au cours des 20 dernières années. C'était mon dernier cadeau d'adieu et ma déclaration de rupture la plus impitoyable. L'anneau qui jurait l'amour éternel n'était plus qu'une monnaie d'échange pour qu'il survive au jour le jour. Marc resta bouche bée, me regardant fixement.
Il n'était plus autorisé à discuter ou à s'accrocher à moi. Il n'avait absolument plus aucune carte à jouer. Je me levai tranquillement. La fraîcheur du sol sous mes chaussures rendait mon cœur encore plus clair. Maître Dupont ramassa sa mallette et se leva également. Je regardai une dernière fois Marc se prosterner sur le sol. La nuit où Marguerite est morte, je t'ai appelé 30 fois. Le corps de Marc tressaillit. Si tu avais répondu au téléphone ne serait-ce qu'une fois, si tu t'étais précipité au chevet de Marguerite pour ces derniers instants, et si tu avais versé de véritables larmes d'excuses. Peut-être que j'aurais tout pardonné et que je serais resté dans cette maison. Mes mots se fondirent lentement dans la pièce silencieuse. Mais tu as gâché cette dernière chance toi-même. J'étais vraiment épuisé au cours des 20 dernières années, mais c'est enfin terminé. Au revoir. Je m'inclinai profondément et élégamment. Ce n'était pas une salutation d'épouse, mais un rituel strictement réservé à une complète étrangère. Marc ne put rien dire. Il se frotta juste le front contre le tapis, laissant échapper des sanglots silencieux. Je lui tournai le dos et atteignis la porte. La lumière éclatante du soleil de l'après-midi inondait le couloir depuis l'extérieur. Sans hésitation, j'ouvris la porte et sortis dans la lumière aveuglante. Les cris pathétiques de l'homme derrière moi furent complètement coupés au moment où la porte se referma. 6 mois passèrent tranquillement depuis ce jour. Les saisons passèrent de cet été chaotique à l'automne, et le vent qui soufflait portait un agréable frisson. Je me tiens actuellement dans un cimetière sur une petite colline dans une ville côtière que je n'avais jamais connue auparavant. Devant moi se dresse une modeste pierre tombale nouvellement érigée. Je m'accroupis et pris le temps de polir doucement la pierre avec un chiffon doux que j'avais apporté. En fait, lorsque Marc perdit la maison à cause de dettes et d'une saisie, j'ai fait une demande par l'intermédiaire de Maître Dupont. J'ai demandé à prendre la garde de l'urne de Marguerite. Tandis que Marc et les proches voyaient leur vie s'effondrer, personne ne voulait prendre la responsabilité de gérer un coûteux site funéraire. Traitant cela comme se débarrasser d'une nuisance, ils ont remis ses cendres sans se battre. C'est pourquoi j'ai construit une petite tombe dans cette nouvelle ville côtière. Un endroit où Marguerite pourrait dormir paisiblement, sans être dérangée par les cris de quiconque. Marguerite, on sent vraiment l'automne maintenant. Le temps est magnifique aujourd'hui aussi. Je parlais à la pierre tombale d'une voix calme, tout comme lorsque nous buvions du thé dans le salon. Bien sûr, il n'y eut aucune réponse de la pierre. Mais lorsque la brise d'automne fit doucement onduler mes cheveux, j'eus l'impression que Marguerite souriait et hochait la tête, disant « Oui, c'est Hélène. Je commence maintenant une vie entièrement nouvelle dans cette tranquille ville balnéaire. Les 500 000 € d'héritage que Marguerite m'a laissé pour me sauver, je n'en ai pas dépensé un centime pour le luxe. J'ai acheté un petit appartement, plus ancien, mais merveilleusement ensoleillé près de l'océan. Depuis le balcon, je peux voir l'eau bleue scintiller brillamment, et j'ai commencé à travailler à temps partiel dans une boutique de thé et de café au bord de la ville. C'est une petite boutique confortable tenue par un charmant couple âgé, spécialisé dans les thés torréfiés et les mélanges biologiques. Chaque jour, entouré du profond arôme des feuilles de thé torréfiées, j'échange des mots chaleureux avec les clients locaux. Les moments calmes où je verse lentement du thé ambré d'une théière dans une tasse ont régulièrement et sûrement guéri mon cœur blessé. Me réveiller le matin pour préparer un petit déjeuner soigné juste pour moi. Lire un livre préféré dans une pièce calme le soir en buvant du thé chaud. Ces moments quotidiens incroyablement banals me semblent plus éclatants que toute autre chose. Je n'ai plus à vivre dans la peur, à constamment évaluer l'ambiance. Je n'ai plus à frémir au pas irrité de mon mari au milieu de la nuit ou à baisser les épaules face à des cris déraisonnables. J'ai enfin repris ma propre vie tranquille et paisible. Il y a quelques jours, une épaisse lettre est arrivée de Maître Dupont. À l'intérieur se trouvait une brève mise à jour sur le sort de Marc et des proches après cette désastreuse réunion de famille. Comme prévu, Marc a été officiellement licencié pour faute grave le lendemain. Poursuivi lourdement pour restitution par l'entreprise et accablé par les règlements envers moi, il ne lui restait rien d'autre qu'une dette insurmontable. La maison à laquelle il s'accrochait en tant qu'aîné a été saisie par la banque car il ne pouvait pas payer l'hypothèque et elle a été officiellement saisie le mois dernier. L'oncle Richard,
qui m'avait accusée d'être une voleuse, a vu sa fraude passer faire l'objet d'une enquête approfondie par les auditeurs d'entreprise et sa société a fait faillite. Les proches sont apparemment maintenant complètement éloignés, se blâmant mutuellement pour les retombées. Pas un seul proche n'a tendu la main à Marc après qu'il ait tout perdu. Chloé, la maîtresse, l'a abandonné à la seconde même où elle a reçu l'avis légal de Maître Dupont. J'entends dire que Marc vit maintenant dans une ville lointaine et inconnue, faisant un travail manuel éreintant pour rembourser lentement une montagne de dettes sans fin. Pour un homme avec une telle fierté qui a toujours méprisé les autres et cru qu'il était spécial, travailler couvert de boue tous les jours tout en étant ignoré par tout le monde, doit être le châtiment le plus agonisant et infernal imaginable. Quand j'ai lu cette lettre, aucune émotion ne m'a submergée. Je n'avais aucune envie de rire de lui et de dire qu'il avait ce qu'il méritait. Pourtant, je n'ai pas non plus ressenti la moindre pitié pour lui. J'ai simplement pris une profonde bouffée de soulagement, pensant, ah, leur histoire est vraiment terminée maintenant. Dans mon cœur, Marc s'était complètement transformé en un souvenir incolore du passé. Il n'y a plus une goutte de colère ou de ressentiment en moi. J'ai lavé mon chiffon au robinet du cimetière et j'ai sorti un petit tissu bleu clair de mon sac. La moufle de bébé tricotée que Marguerite avait faite pour Marc. Maître Dupont a disposé du micro-enregistreur caché à l'intérieur. J'ai gardé la petite moufle comme un symbole de l'amour profond et tragique de Marguerite. J'ai doucement enveloppé la moufle dans mes deux mains et j'ai fermé les yeux. Marguerite, cet homme paie ses péchés seul maintenant. J'ai parlé lentement dans mon cœur. Exactement ce que tu craignais le plus est arrivé. Mais c'était le bon choix, n'est-ce pas? La profonde agonie d'une mère qui a enduré la douleur de l'accouchement, élevé un fils qu'elle aimait, mais ne pouvait pardonner les crimes qu'il avait commis. Comme cette décision a dû être agonisante et déchirante. Je le comprends douloureusement bien maintenant. Marguerite était une mère jusqu'à la fin. En mettant fin à la vie de son fils tel qu'il la connaissait, elle l'a empêché de commettre d'autres crimes. Chaque fois que je regarde cette moufle bleue, je me souviens de la rigueur de Marguerite et de la gentillesse illimitée qui se cachait derrière. Même sans lien de sang, nous étions vraiment mère et fille. Les 20 ans que j'ai passés dans cette maison sombre et froide n'ont absolument pas été une perte de temps. Parce que le temps que j'ai enduré m'a finalement laissé le lien familial irremplaçable de Marguerite. Quand j'ai ouvert les yeux, une brise rafraîchissante de l'océan a balayé mes pieds. J'ai placé les fleurs préférées de Marguerite, des gentianes violettes, sur la tombe propre et étincelante. J'ai allumé une petite bougie commémorative et j'ai tranquillement pressé mes mains ensemble une dernière fois. Quand je me suis levée, mon corps me semblait étonnamment léger, comme si j'avais des ailes. Levant les yeux, un ciel d'automne infiniment haut et clair s'étirait sans fin. Au loin, le son calme des vagues pouvait être entendu. C'était très différent des vagues que Marc écoutait dans ce complexe tropical. C'était un son doux et serein qui semblait purifier l'âme. Eh bien, je dois aller à la boutique. J'ai souri doucement à la pierre tombale et j'ai tourné les talons. En descendant le chemin en pente du cimetière, mes pas étaient forts et je regardais droit devant moi. Aujourd'hui, je prévois de torréfier une nouvelle fournée de feuilles de thé d'automne à la boutique. Le doux arôme du thé et les gens qui me saluent avec le sourire m'attendent. Un nouveau départ à 50 ans. La société pourrait dire que c'est tard, mais pour moi, je me sens plus jeune et plus neuf que jamais. Je ne suis plus un outil commode pour quelqu'un d'autre, ni la propriété de quiconque. Je vis ma propre vie. J'ai senti le regard doux de Marguerite veiller chaleureusement sur mon dos alors que je commençais à marcher. Je ne regarderai plus jamais en arrière. Je continuerai à marcher fièrement avec un sourire sur ce nouveau chemin du matin baigné de lumière.